parle de SaaS, e-commerce, NFT ou encore marketing digital. Notre invité du jour est un passionné, c'est un doueur qui travaille beaucoup. Il va nous raconter son histoire et nous dire comment il est arrivé là où il est. Salut David, Salut Jérémy, comment tu vas? ça va super et toi? Ça va aussi. Écoute, déjà, je suis très content de te recevoir sur Self Upgrade, que tu aies pris le temps, que tu sois venu. C'est très très cool. Je pense que tu peux apporter beaucoup de valeur aux auditeurs et puis je pense qu'on va avoir une belle conversation. Dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais? Bah écoute, merci à toi déjà de m'avoir invité, je suis super content d'être là et puis du coup d'être là pour échanger avec toi et puis avec tous les gens qui te suivent. Du coup bah voilà, donc moi c'est David, ça fait maintenant 7 ans que je suis entrepreneur et si je dois me définir aujourd'hui je dirais je suis marketeur et développeur no code. Développeur no code, Voilà. ok. On reviendra dessus. Faisons un petit bond dans le passé. Le jeune David, il rêvait de quoi? Le jeune David de quel âge? Du plus jeune âge. C'est drôle parce que j'ai eu une grosse remise en question on va dire l'année dernière. Ok. Et où je savais plus trop ce que je voulais faire. Enfin, je pense qu'il y a des cycles. Et là, j'étais dans ce cycle-là où je me posais plein de questions. Est-ce que le marketing digital, est-ce que c'est vraiment une finalité? Euh, L'agence, parce que j'avais une agence du coup. Euh, et du coup, c'est vrai que je me suis reposé ces questions-là. Et j'ai un ami qui m'a posé la même question. Et ce qui me plaisait beaucoup, moi, c'était tout ce qui touchait à la mer et la plongée Ok. et les poissons. Depuis le plus jeune âge. Ouais, Ok, super intéressant. j'adorais les poissons, donc je les connaissais tous. Euh, et voilà. Ça te vient d'où, tu penses? Ben, je sais pas. Honnêtement, peut-être quand j'étais petit, mes parents m'amenaient tout le temps à la mer. D'accord. Les étés, on passait un mois en Espagne. Et donc peut-être que c'est venu de là. Un petit Ok. peu, j'associe la mer et le soleil à ces vacances-là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est là-bas que je me sens le mieux au final. Ok. De toute façon, on en reparlera puisque tu as un projet par rapport à ça. Mais on en reparlera tout à l'heure. Je sais que tu as eu une période justement où tu as fait du e-commerce. Ça t'a appris beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, carrément, bah, j'ai commencé par là en fait. L'e-commerce, c'est même, si je dois rentrer même plus en détail, c'est même plus du dropshipping du coup. Ok. Donc sans stock. Et là, c'était en 2017. Donc en parallèle de mes études du coup, de ma dernière année d'études. Et donc j'ai décidé ouais, de me lancer en dropshipping avec un ami Didier, du coup. Et voilà, et puis en fait, je voulais mettre en pratique ce que j'apprenais à l'école au niveau marketing digital et le mettre aussi, le mettre vraiment en pratique et surtout d'avoir une première petite expérience entrepreneuriale aussi, puis générer peut-être mes premiers euros en ligne, Mhm. puisque c'était un peu les débuts. Je commençais à suivre pas mal de gens sur YouTube, un petit peu type Julien Musi, Antoine BM, euh, puis enfin, il y en avait plusieurs, quoi. Il y avait Théophile Hélier aussi beaucoup. Et donc voilà, et puis je suivais ces gens-là qui faisaient de l'argent en ligne. Et puis à ce moment-là, ben, je me disais, c'est faisable, quoi. Et du coup, je voulais vraiment tester. Et donc j'ai testé le dropshipping. Ok. En termes de compétences, tu retiens quoi de cette expérience-là? Donc ça date d'il y a un petit moment, mais de mémoire, en fait, t'apprends tout, quoi. Mhm. Enfin, pour le coup, j'ai appris déjà des choses les plus basiques. C'était apprendre à faire un site internet sur Shopify. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais bon, tant que tu l'as jamais fait, tu penses que tu n'es pas forcément capable. Ça t'apprend à sourcer des produits. Ça t'apprend à des choses toutes bêtes ou sur lesquelles j'avais galéré, mais c'était lié des produits à ton AliExpress, Mhm. pouvoir aussi avoir tes premiers clients, faire du SAV, aussi traiter avec des fournisseurs, parce que j'avais des fournisseurs, quand tu commences à faire un petit peu de volume, j'avais des fournisseurs chinois avec qui je parlais directement sur WhatsApp. Et donc c'était assez cool. Donc il y avait ça, il y a t'apprends aussi du coup après la qualité des produits. Moi je commandais mes produits, je les recevais, Mhm. je montrais un petit peu à tout le monde, c'était cool. Et puis après t'apprends tout ce qui est vraiment purement marketing digital. Donc moi je faisais ça au début vraiment un petit peu basique comme un cochon, tu vois. J'avais mon site Shopify, je mettais mon pixel Facebook et puis mes analytics je les regardais sur Facebook. Tu vois, je connaissais même pas Google Mhm. Analytics, donc j'apprenais à fond Facebook, j'apprenais ce que c'était que le marketing, la créa, etc. Et puis petit à petit, quand tu veux franchir les steps, tu te rends compte que
tu as appris ça, faut que tu apprennes ça, puis ça, puis ça. Puis après, tu t'intéresses un peu plus à comment optimiser mon site, et donc un peu plus à l'UX, et donc un peu plus à... Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. T'as dit que tu as commencé le e-com et par rapport à DJ, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé concrètement, cette première aventure? Comment comment t'es rentré exactement? Il y a une anecdote là, vous étiez ensemble à un moment. Ouais, ouais, exactement. Alors en fait, si tu veux, Didier, ça faisait un petit moment qu'il était dans l'entrepreneuriat, lui, pour le coup. Mhm. Euh, donc il en parlera mieux que moi. Mais voilà, ça faisait un petit moment qu'il était dans l'entrepreneuriat. Et on s'était, donc on est amis d'enfance, pour la petite histoire, et on s'était recroisés par hasard, on s'était perdu de vue dans le métro. Ok. Et je le voyais lire un livre, et je lui dis, qu'est-ce que tu lis? Et il me dit, ah bah, je lis, je sais plus ce qu'il lisait, je crois que euh, euh, c'était le Personal MBA, je crois. Ok. Il m'a dit, ouais, tu devrais lire et tout, machin. Puis de fil en aiguille, on commençait à parler entrepreneuriat, etc. Et moi, je connaissais pas du tout. Et en fait, il m'a commencé à me mettre dedans. Et puis, on a commencé à se revoir, à faire des soirs ensemble, à partager ensemble, à rediscuter, etc. Et puis, on a commencé à parler de dropshipping. C'est lui au début qui m'a parlé de dropshipping. J'ai commencé à m'intéresser, à regarder. Puis, on s'est dit, bah, vas-y, viens, on se met ensemble à faire du dropshipping. Du coup, on a commencé à monter la boutique ensemble, etc. Et tout. Et du coup, on a commencé à faire dropshipping comme ça. On s'est retrouvés au McDo tous les deux pour choper la Wi-Fi. On travaillait et tout. Et puis à un moment, il me dit, ouais, bon, écoute, ça y est, il faut lancer les pubs Facebook. Moi, je connaissais pas. Je savais même pas ce que c'était qu'un business manager ni rien. Je lance les premières pubs. Je mets la CB, du coup, je lance les premières pubs. Et là, il me regarde, il me dit, c'est bien. Il m'a dit, c'est cool. Il m'a dit, bon, allez, maintenant, je dois te laisser. Il claque la porte, il s'en va. Il m'a dit, ouais. En gros, lui, il pouvait pas, il avait pas le temps de faire du drop. Mais en gros, c'était histoire de me dire, vas-y, il faut que tu te lances. Mm. Et en fait, ça a été vraiment. Sur le coup, je me suis dit, putain, l'enfoiré. Mm. Et au final, ça a été vraiment un. Bah, ça a été bénéfique pour moi parce que derrière, sans ça, en vrai, on a tous ce syndrome-là où on a peur de se lancer, etc. Et tout. Et là, pour le coup, le fait d'avoir fait ça, le fait de m'avoir soutenu jusqu'à cette étape-là, derrière, moi, j'ai lancé ma première pub. Évidemment, elle a absolument pas marché. Mm. Mais après, derrière, comme je voulais être rentable, ben, j'ai optimisé, j'ai optimisé. Puis après, bah, j'avais plus peur de me lancer. Après, il m'a donné les clés aussi. Il m'a fait rencontrer des bonnes personnes qui m'ont après accompagné en dropshipping, du coup, avec qui j'ai pu réellement faire mes premiers euros. Et puis après, bah, j'ai pu commencer à fonctionner un petit peu. Ok. T'as dit que t'as commencé en parallèle de tes études. Tu faisais des études de quoi? Alors, je faisais du. C'était un terme un peu barbare, mais en gros, pour faire simple, c'était du marketing et des technologies de l'information, donc marketing et un peu informatique. Ok. Et donc, du coup, j'avais dans mon cursus, j'avais marketing digital. Et donc, vraiment, c'était marketing pur avec, avec les customer journées, etc. Il y avait aussi la partie un peu digitale où on apprenait un petit peu les touchpoints, enfin voilà, un peu les trucs basiques. Et après, il y avait toute une partie aussi beaucoup plus technique, on va dire, où là, c'était de la technique, bon, enfin, pas non plus hyper poussée, mais c'était faire des sites web. Donc, on nous faisait faire des sites en HTML, CSS, et euh, on nous a fait faire aussi un peu de PHP, et on nous a fait faire aussi un peu de Python. Ok. Donc, Ok. c'était un petit peu tout réuni, quoi. Ok. Aujourd'hui, donc, t'entreprends pas mal, tu fais pas mal de petits projets, on en reviendra dessus. Euh, et puis, comme tu as dit, ça date pas d'aujourd'hui en tout cas, que tu lances des projets ou autres. C'est quoi ton avis sur l'impact des études pour entreprendre? Ben, l'impact des études. Bah moi honnêtement les études franchement ça m'a permis quand même d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Mhm. Pour le coup j'ai un parcours qui est assez bon, qui est pas enfin, j'ai jamais suivi de route précise. Tu vois j'ai commencé avec un bac S donc c'était plutôt scientifique qui m'a mené plutôt vers des maths. Au final j'ai fait après un DUT en gestion des entreprises. Donc là c'était vraiment compta finance. Ensuite j'ai fait une licence en économie. Après, j'ai fait un Master 1 en pure marketing digital. Mhm. Et après, je suis parti vers les technologies de l'info, donc marketing et informatique. Et du coup, ben, tout ça, je pense, ça m'a ouvert quand même une ouverture d'esprit. Et tout ce que j'ai appris le long de mes études, même si en soi, bon, il y a plein de choses qui m'ont servi à rien, mais toutes ces soft skills, on va dire, mis bout à bout, fait que ben, ça m'aide aujourd'hui. Parce Ok. que ce soit ce que j'ai fait il y a 10 ans en comptabilité, ce que j'ai appris, aujourd'hui, quand je parle avec mes comptables, bah, je les comprends beaucoup plus facilement. Et puis même, je pense que ça te crée des connexions dans ton cerveau qui t'aident, quoi.
Ok. Même si je pense que pour réussir, il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'école. Ça, je remets pas ça en question. Mais en tous les cas, je pense que d'apprendre des choses, c'est jamais perdu, quoi. Super. Un pull bleu, des écriteaux blancs. Tu as été un moment coach Google. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience? Écoute, ça, c'était une super expérience. Je suis quelqu'un qui... Déjà, comment tu y rentres? Alors moi, j'y rentre par la petite porte. Ok. Ouais. J'étais freelance. Donc j'avais... En gros, j'ai fini ma dernière année, je faisais du dropshipping, du coup. Et je m'étais dit, bah voilà... en gros, je faisais ma dernière année d'études en alternance. Et puis en fait, suite à ça, bah, je m'étais dit, si j'ai atteint un certain palier de chiffre d'affaires, je me mets à mon compte. Ok. Et j'accepte pas le CDI qu'on me propose à la Société Générale. Et du coup, ben, je l'ai atteint. Donc en septembre, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et donc là, j'ai commencé à continuer à faire de l'e-commerce, puis à tester d'autres choses, etc. Et puis arrivé en décembre, on me propose, on m'appelle, on me dit, écoute, dans une semaine, il y a une mission pour Google. Euh, j'ai entendu, enfin, en gros, c'est ma cousine qui m'appelle et qui me dit, j'ai un ami, quelqu'un lui a fait faux bon. Ils ont besoin de quelqu'un pour aller vendre des téléphones Google à Lille Ok. en plein décemembre. Donc il Wow. pleuvait, il neigeait et tout. C'était le truc, la mission, tu vois, pas ouf. Ouais. Et je me suis dit, bah en vrai, c'est vendre des téléphones. Moi, je connais un peu, hein, enfin, je m'intéresse à la technologie, quoi, au téléphone. Mhm. Euh, donc, allez, banco. En plus, c'est Google. Au pire, j'aurai le nom, quoi. C'est pas grave. Et du coup, je suis allé, je l'ai fait. Donc, je suis allé vendre dans la rue pendant une semaine des téléphones. Truc de fou. Ouais. Et du coup, suite à ça, c'était une super belle expérience. Enfin, en tout cas, c'est super bien passé. J'ai réussi à en vendre pas mal. Mhm. Et du coup, suite à ça, ils m'ont dit, bah écoute, ils ont commencé à s'intéresser un peu à moi, savoir ce que je faisais et tout. Et puis c'est là que je leur ai dit bah, que je faisais de l'e-commerce à côté, que j'avais des compétences en marketing digital. Puis ils m'ont proposé de rejoindre ce programme pour devenir justement formateur chez Google, du coup, dans tout ce qui est marketing digital. Et c'est là que j'ai rencontré Guillaume, Mhm. mon associé. Et dans ce programme-là, en fait, ça consistait en quoi? Et qu'est-ce que tu as appris après? Mais qu'est-ce que ça t'a apporté aussi, surtout? Bah, en gros, ce programme-là, ça a été vraiment de... En gros, notre objectif, c'était de. Donc moi, moi en tout cas, en tant que coach, je devais bouger un petit peu partout dans les différentes villes de France, chambres de commerce, les incubateurs, les pépinières, enfin là où il y a des entrepreneurs. Ils organisaient, si tu veux, des conférences autour du marketing digital. Donc ça pouvait être des choses très basiques, comme l'importance de la sécurité en ligne ou l'importance d'avoir un site internet, Mhm. à des choses un peu plus poussées. Qu'est-ce que le data analytics, qu'est-ce que la publicité en ligne, voilà, ce genre de choses. Donc moi, en fait, j'étais envoyé pour aller faire des conférences sur ces sujets-là devant des assemblées d'entrepreneurs. Donc ça a été très cool parce que bon, je suis quelqu'un d'un peu introverti quand même, mine de rien. Et c'est vrai que parler en public, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel pour moi. En tout cas, je sais que ça va vite me stresser, etc. Donc je me suis dit, ça c'est le genre d'expérience, il faut la faire. Parce qu'il faut que j'apprenne à être un peu plus à l'aise. Donc les premières, tu dors pas la veille, t'es pas bien. Deuxième, tu dors un tout petit peu mieux. Troisième, un tout petit peu mieux, etc. etc. Tu dors jamais 100% bien, c'est toujours un peu stressé. Mhm. Mais moi, pour moi, ça m'a beaucoup aidé sur ce côté, enfin, sur ce côté-là. Ça m'a aussi beaucoup aidé à gonfler un peu la poitrine parce que forcément, tu te retrouves devant des assemblées d'entrepreneurs, des gens qui ont déjà des boîtes. Euh, c'est pas forcément des grosses boîtes, c'est souvent des TPE, PME, mais c'est quand même des gens qui font plus que moi à cette époque-là. Mhm. Et tu te retrouves à être pertinent, à leur apporter beaucoup de valeur et surtout à être l'autorité devant eux. Et ça, pour le coup, en termes de confiance en soi, c'est assez ouf. Donc, ouais, moi, je dirais c'est ces deux points-là, sans compter tout le réseau, du coup, des gens à qui je donnais des cours, mais aussi surtout le réseau des coachs Google, qui aujourd'hui bah, sont des amis, mais enfin, que je continue à voir et avec qui, ben, forcément, on se tire vers le haut, quoi. Bien intéressant, parce que je pense qu'on a aussi été plusieurs à avoir très vite cette position d'autorité, à donner des cours. Et moi, je me souviens que à chaque fois, les gens me disaient, mais quel est ton âge? Je disais jamais mon âge, parce qu'effectivement, quand tu as des CEO de plus de 50 ans, etc. et tout, très vite, il faut prendre l'autorité et très vite, il faut prendre le truc, parce que si tu le fais pas, ils vont te contredire sur tout.
tu es venu là pour les aider, mais ils vont te contredire sur tout et n'importe quoi. Non, mais ça marche pas comme ça, etc. etc. Mais si tu es là, c'est que tu as besoin d'aide. Mais en fait, moi, je me souviens qu'effectivement, c'est vrai que quand tu es jeune et que tu dois coacher des gens plus âgés que toi potentiellement, c'est vraiment, ça te développe un peu un leadership qui est vraiment important à prendre en compte parce que sinon, en fait, tu perds directement ton autorité et ça peut être difficile. Donc, tu disais effectivement que chez Google, en tout cas dans ces missions de freelance que tu avais, etc., tu rencontres Guillaume. Alors, Guillaume, pourquoi on parle de Guillaume? Parce que vous vous êtes associés. Est-ce que tu peux m'en parler? Comment vous en venez à vous associer? Qu'est-ce qui se passe? Sur quel projet, etc. Bah, Guillaume, c'est simple. Nous, ce qui s'est passé, c'est quand on s'est fait recruter chez Google, on s'est fait recruter en même temps. Donc, D'accord. on était dans la même promotion, on va dire. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés tous les deux. Je crois que c'était un lundi matin, tu vois, dans les locaux. On se retrouve à l'heure convenue. Et on était recrutés avec un autre groupe de personnes, mais qui venaient d'une autre ville, qui venaient de Nancy. Ok. Et en fait, leur train a eu du retard. Ah, Genre une demi-heure ou une heure, tu vois. ok. Et donc, nous, on arrive dans la salle, il n'y a personne. On s'assoit. Et on s'était pas dit un mot, tu vois. On se retrouve l'un en face de l'autre. Et moi, j'étais persuadé que lui, il était de Google. Et lui, il était persuadé que moi, j'étais de Google. Ah, ok. Et du coup, on était assis en face de l'autre, comme ça, on se regardait, on souriait, on disait rien. Et on n'osait rien dire. Et au bout d'un moment, on voit l'heure qui passe et tout. Et là, on voit quelqu'un qui arrive dans la salle qui dit désolé, ils auront du retard, machin et tout. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que, bah non, en fait, qu'il est pas de Google et moi non plus. Et du Hmm. coup, là, on commence à discuter, etc. Il me dit un peu ce qu'il fait. Il me dit, je me souviens, il me dit oui, moi, je viens de sortir. Il était en alternance à l'époque dans une agence. Il faisait beaucoup de market digital. Et il me disait, ouais, je viens de sortir d'une formation. Il faisait le wagon à l'époque, formation de dev. Ouais, j'ai fait ça, ça, ça. Il me montrait un peu ce qu'il faisait. Moi, je lui montrais ce que je faisais aussi avec mes sites de drop, etc. Et tout. Et après, il a commencé à me partager une formation qu'il avait. Moi, j'ai commencé à lui partager une formation. Et tout ça en 30 minutes, tu vois. On était tout seul. Ok. Et donc, on a commencé en fait, à s'apporter de la valeur. Et j'ai vu que ce mec-là, en fait, c'était un mec vraiment au grand cœur, tu vois. Et en fait, c'est devenu mon pote à partir de ce moment-là. Où après, pendant la semaine de formation, bah, on était ensemble tout le temps. Et en fait, après, chez Google, ils nous ont associés tous les deux à David et Guillaume, tu vois. C'est un peu le duo. Ok. Et du coup, on a commencé, on a fait des conférences ensemble. On s'est pas mal vu, même en dehors. Quand on faisait des soirées, etc., bah, on se voyait. C'est vraiment devenu un très très bon ami. Et après, bah, au moment du confinement, lui, il continuait la partie agence. Moi, je faisais un petit peu d'agence, mais vraiment très très peu. Ça me plaisait pas plus que ça. Et je faisais surtout de l'e-commerce. Et moi, pour la petite histoire, je commençais à toucher quand même pas mal en Facebook. Enfin, tout ce qui est publicité sur Facebook. Lui touchait beaucoup sur tout ce qui était Google, en Google Ads. Et du coup, je lui dis, mais mec, avec ce que tu sais faire et moi ce que je sais faire, t'es pas chaud, on se fait de l'e-com, on peut tout niquer et tout. Et en fait, quand le confinement est tombé, bah en fait, on était chacun enfermé chez soi. Donc moi à Paris, lui à Aix-en-Provence. Et en fait, on était en visio 24 sur 24 et on faisait de l'e-commerce ensemble. Ok. Et en fait, l'association s'est faite comme ça, où on a commencé à bosser ensemble. Et quand on a commencé à avoir des résultats, bah, on se répartissait. Enfin, tu vois, on a fait en bonne intelligence. On n'a jamais parlé ni de part, ni de quoi que ce soit, ni on s'est jamais dit, ah ben, on est associés, tu vois. C'est Mhm. vraiment, ça se fait naturellement. Puis suite à ça, bah, en fait, il avait encore des clients et on s'est dit, bah, on va tout mutualiser, ça va pouvoir faire ensemble. Du coup, on a monté une société. Donc, on a tout mutualisé, l'e-commerce et les clients dedans. Et en fait, après, bah, on s'est plus lâché depuis cette époque. Ok. Ok, ok, ouais, super intéressant. Et Web3, NFT. Ouais. Je sais que tu as eu aussi une grosse période, en tout cas, ouais, plus ou moins grosse en tout cas, mais en tout cas, tu as eu un moment de focus sur cette industrie. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça, c'était le moment charbon par excellence. Mhm. La vie, c'est des cycles. Bah, là, c'était un cycle qu'on pouvait pas. Enfin, moi, en tout cas, je pouvais pas être plus haut que ça. Ok. Et ouais, bah, en fait, on avait l'agence du coup. L'agence tournait plutôt bien. Ça faisait peut-être un an et demi qu'elle existait, qu'on la faisait tourner. Et puis, c'est vrai qu'on commençait à tourner en rond. Enfin, on cherchait dans tous les cas à faire d'autres choses. À l'époque, je me souviens, on voulait reprendre de l'e-commerce, mais une vraie brand cette fois. Mais bon, on n'avait pas de produit qui nous parlait plus que ça. Et là, pour le coup, ça nous importait plus que l'argent. Donc, on se disait, bon, on verra plus tard. Et puis, on est dans un certain confort aussi avec les clients. Donc, donc on est resté sur ça. Et en fait, après, c'est arrivé bah, la vague des NFT. C'était en avril ou mai, avec les Bored Api, c'était les singes. Je sais pas si tu te souviens. Mhm.
Et donc voilà, donc on a vu ça et moi j'ai commencé à m'y intéresser, surtout qu'il y a mon frère qui est vraiment très très expert sur le sujet. Et du coup on a commencé à en parler ensemble, ah, machin. Il montrait les trucs, je trouvais que les use cases étaient fous, je trouvais ça super stylé. Et puis je dis, ah, mais il n'y a pas moyen de faire un truc et tout. Puis au début, il me disait, non, non, c'est un peu compliqué, il faut être un artiste, etc. Enfin, c'était un petit peu complexe. Et puis après, au fur et à mesure, bah, en fait, ça a commencé à germer. Moi, je continue à regarder de mon côté, mon frère de son côté. Et arrivé en juillet-août, ça a commencé à être les premières vagues un peu de projets NFT qui sortent. Et c'est là qu'il m'a dit, écoute, finalement, il n'y a peut-être pas besoin d'être artiste. Ce qu'il faut, c'est avoir un projet solide, avoir ci, avoir ça, etc. Et tout. Et puis lui, avec ses compétences tech, dev, donc développeur blockchain, et puis aussi sa connaissance du milieu des cryptos et des NFT, donc soit le langage, pour le coup, lui, il baigne dedans, quoi. C'est vraiment un crypto maximaliste, voilà. Donc il est full décentralisé et tout. Et du coup, bah, on s'est dit, bah écoute, avec vous, vos compétences en marketing et moi, mes compétences en tech, on est tout à fait légitime pour lancer un projet NFT. Et du coup, on s'est dit, bah écoute, on y a réfléchi pendant le mois d'août. Et le 1er septembre, on a dit 1er septembre, on se lance. Donc le 1er septembre, on a arrêté l'agence. Donc on a tourné le dos à ce qu'on avait construit. Et on a décidé de se lancer dans les NFT avec Guillaume, mon frère, et puis un autre associé aussi plus sur la partie tech. Et là, c'était parti pour... c'était 3 mois intenses, mais vraiment très très intenses, qui après s'est prolongé en 3 mois supplémentaires sur d'autres projets aussi. Intense, on parle de combien d'heures de travail par jour? Ah, franchement, là, on comptait pas. Donc, c'était. En vrai, Jusqu'à la fatigue. ouais. En vrai, c'était même. Il y avait même. Des fois, on faisait même les. Enfin, en fait, on se relayait pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit réveillé. Ah ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, on lançait, on parlait, c'était un truc en anglais. Ok. Et du coup, on avait des mecs dans nos communautés qui étaient en Australie, machin et tout, dans n'importe quel pays. Ok. Et du coup, à la fin, on voulait que le Discord reste toujours chaud. Hmm. Et du coup, on se relayait pour qu'il y en ait toujours un qui soit réveillé, toujours un qui chauffe le Discord. Ok. Donc ouais, en vrai, en termes de charbon pur, on était sur du... Allez, facile, peut-être 16, 18, ouais, 18 heures peut-être Hmm. par jour. Ok. Ok, ok, ouais, intense. Et toi, t'en tires quoi comme leçon, comme apprentissage de cette expérience-là? Alors moi, ce que j'en retire, positif ou négatif? Les deux. Les apprentissages sont positifs. Ça reste un apprentissage. Alors, si c'était à refaire, je le referais pas. Ok. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était trop fatigant. Ça m'a Ok. trop bousillé la santé. Ok. Et maintenant, je pense que j'ai plus l'énergie Ok. pour le faire. Hmm. Et c'est surtout que j'en ai tiré des leçons aussi où tu montes très très haut, mais après tu redescends très bas, Hmm. tu vois. Euh, et donc je le referai pas. Par contre, c'est aussi là que j'ai vécu mes plus beaux moments, Hmm. tu vois. Genre, quand premier projet NFT, quand on a ouvert les ventes et on a vu les ventes s'envoler, tu vois, c'était une sensation. Enfin, c'était une sensation que j'avais jamais vécue de ma vie, tu vois. Hmm. Où mon cœur, il s'est arrêté de battre. Ouais. Et, et le pire, c'était qu'on a eu des hauts et des bas où on était tous assis autour de la table. On dit, allons, on ouvre les ventes. Ça faisait 1 mois et demi qu'on bossait sur le projet à fond. On ouvre les ventes. Là, on voit que ça monte très haut. En plus, on avait investi vraiment beaucoup d'argent, tu vois. Hmm. Donc, on avait investi nos économies et tout. Donc, c'était vraiment. C'était la première fois que je faisais un projet où je mettais all-in, tu vois. D'accord. Et ça monte très haut. Et donc là, tu dis, oh, ça y est. Et là, il y avait mon frère qui nous dit, je me rappellerai toujours, oh, les gars, sur ce contrat, il y a écrit Black Hole. Moi, je parle un peu anglais, donc je comprends que Black Hole, c'est trou noir. Ouais. Et je dis, comment ça, trou noir, c'est quoi ce truc? Ouais. Il dit, je crois qu'on s'est fait hacker. Non. Et là, dans ma tête, je me dis, oh non, on a perdu tout ce qu'on a mis, plus tout ce qu'on vient de gagner, on a tout perdu. Donc là, mon cœur s'arrête de battre, tu vois. Et je me dis, mais comment c'est possible, hein? Et je commence un peu à péter un plomb, mais tu vois, intérieurement. Ouais. Et eux, pendant ce temps-là, t'avais les deux devs qui étaient là comme des fous en train de chercher. Et là, après, ils me regardent, ils me font, ah non, c'est bon. Et là, ça repart. Donc, tu vois, c'était vraiment les montagnes russes. Et je me suis dit, ah ouais, là, faut s'accrocher. Là, Ouais. Ah non, c'était trop. Ah, ça va fou. Ça va fou ton frère. Ok, non, non, super, super intéressant. Et je sais que tu as fait un petit moment aussi en Thaïlande. Ouais. Tu as une petite expérience en Thaïlande. Est-ce que tu veux nous en parler aussi? Ouais, comment tu sais ça d'ailleurs? Ah, ben, c'est l'upgrade. Ok. Ouais, je suis parti en Thaïlande. C'était à l'époque où d'ailleurs, je suivais beaucoup et je suis toujours beaucoup Stan Leloup. Ok.
Et j'avais mon goal, c'était je voulais bosser pour lui, tu vois. Ok. Et vraiment, ce mec-là, je le kiffais, tu vois. Et je me suis dit, putain, ce mec-là, si je dois bosser pour quelqu'un, ça va être pour ce gars-là. Je le trouve vraiment très, très bon. Tu peux rappeler un peu ce qu'il fait? Bah, lui, c'est vraiment, en gros, c'est marketing digital. Donc, c'est un YouTuber et bon, maintenant, il a plusieurs activités, tu vois. Mhm. Mais lui, c'est vraiment axé sur l'aspect vraiment psychologique, on va dire. Mm. Et des analyses vraiment hyper pertinentes et tout. Vraiment, pour le coup, je kiffe et je soutiens à 1000%. Donc ouais, c'était mon goal. Ouais. Et je me suis dit, il faut que j'aille chez lui, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, il avait posté une annonce pour venir bosser pour lui. D'accord. Et là, mon gars, j'ai jamais aussi bien rempli un formulaire, Non. je te jure, Ok. pour aller bosser pour lui. Et puis finalement, j'ai pas eu de réponse, tu vois. Donc Ah. j'ai pas été pris. Ok. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai dit, il faut que j'aille en Thaïlande. Mm. Et coup du sort, bon, dans ma vie, je pense que je suis quelqu'un de plutôt chanceux, tu vois. Et coup du sort, il y a un mec qui faisait partie des coachs Google avant, qui avait une société en Thaïlande et qui dit ouais, moi, je recherche deux gars avec qui m'associer, mon agence est en train de vraiment grossir et tout. Je me dis bah voilà, banco. Je me dis je vais aller là-bas, comme ça je vais monter l'agence avec lui, enfin je vais l'aider à développer l'agence et puis avec un peu de chance je vais croiser Stan Leloup. Ouais. Et du coup je suis allé donc m'associer avec ces deux gars-là et donc je suis parti pour 3 mois en Thaïlande et donc j'ai bossé avec lui, on a beaucoup bossé sur du coup sur cette agence qu'on a bien développée. Après voilà je m'étais associé avec des gens que je connaissais pas. Mm. Et au final, il y avait sur certains points, on était un peu en désaccord et tout. Et puis mine de rien, c'était plus un taf où c'était plus, je bossais pour lui plutôt qu'une association. D'accord. Donc ça a duré 3 mois et c'était très bon mois. On a beaucoup kiffé, Mhm. Bangkok. Et puis après, je suis rentré Ok. sans avoir croisé Stan Leloup. Dommage. Mais bon, peut-être que tu le croiseras bientôt. Ouais, un de ces quatre. Mais oui. Et donc, du coup, tu vois, par rapport à ton expérience, c'est intéressant. Donc, tu as fait quand même pas mal de freelance, tu as fait quand même pas mal de prestats depuis. C'est quoi pour toi les avantages et les inconvénients du freelancing? Pour moi, les freelance, c'est le gros avantage déjà, on va pas se mentir, c'est l'argent, Mhm. puisque pour le coup, tu prends pas de risque, puisque c'est toi et ton savoir. C'est là où tu gagnes le mieux, on va dire. En tout cas, le mieux rapidement pour monter, par exemple, à les 10K par mois, c'est le freelance. Là, pour le coup, que tu saches faire des sites internet, que tu fasses de la publicité en ligne, que tu fasses même du community management, que tu fasses peu importe, tu peux avoir des clients, les facturer assez cher, mettre ton temps à disposition et ton expertise. Et après, plus tu es expert, plus tu vas facturer cher. Enfin, après, et ça va dépendre de toi, quoi. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, si demain tu veux faire du cash rapidement, je conseillerais d'aller vers du freelance. Par contre, au niveau scalabilité, et voilà, tu te casses une jambe ou tu te casses les doigts, t'as plus d'argent qui rentre. Mm. Et pareil, tu peux peut-être gérer 10 clients, mais au bout d'un moment, tu vas vite être limité, tu vas pas pouvoir en faire 15, 20, 30. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc pour moi, le freelance, c'est très cool. Mais par contre, sur le long terme, c'est un peu plus compliqué. Super. Et tu as dit qu'effectivement, aujourd'hui, tu te considérais comme un marketeur, mais aussi développeur no-code. Tu es passé par le code. Ouais, Comment tu t'es formé au code? je me suis formé au code grâce à indirectement, on va dire, grâce à quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jérémy François. Et grâce à Didier aussi, du coup, Mhm. la même personne qui m'avait jeté dans le bain pour le dropshipping et qui lui de base est développeur et qui m'avait dit ouais, en gros moi je m'intéressais un petit peu à ça. J'avais eu une opportunité, il y avait eu quelqu'un qui m'avait dit ouais toi tu fais, en gros les gens mélangeaient tout. Il m'avait dit ah, tu fais du marketing, tu connais Internet. Ouais, Ouais. jusque là je connais. Ouais. Donc quand on répond à ça, je m'attends une fois sur deux, c'est on te demande un truc, soit qui n'a rien à voir, ce genre on te demande ah, j'ai un problème avec ma boîte mail, tu vois. Mm. Et donc je dis ouais, en disant qu'est-ce qui va se passer cette fois. Et là c'était ah j'ai besoin d'un site internet. Ok. Là je me suis dit ah ça peut être cool ça. Ouais. Et à l'école j'avais déjà codé des sites en HTML, CSS, c'est en dur. Je me suis dit ouais, ça je sais faire et tout, ouais, je peux faire. Et on me demande un site et puis là je me dis bah non, je peux pas le coder comme ça. Et là je le fais en WordPress. Donc j'ai rendu mon premier site WordPress comme ça Ok. au tout début. Et puis après suite à ça je commence à m'intéresser. Puis j'ai demandé à Didier, je lui ai dit ah toi t'es dev, machin, qu'est-ce que tu me conseilles? J'aimerais bien faire des trucs quali, etc. Puis c'est là qu'il m'a dit, bah écoute, si tu veux, je donne des cours en ce moment de Ruby on Rails, parce que lui, pour le coup, il était expert là-dedans. Et il m'avait dit, si tu veux, tu viens et tu suis c'était pendant 2 semains, je crois, plein mois d'août. Ok.
viens si tu veux et tu viens suivre mes cours avec mes étudiants. Je dis, bah vas-y, banco. Du coup, j'arrive, on arrive devant les. Il donnait dans une école à ce moment-là, il donnait cours dans une école, et je faisais croire que j'étais son assistant. Et du coup, l'école, ils étaient trop contents parce qu'au final, ils avaient payé pour un mec, au final, ils en avaient deux. Sauf qu'au final, j'étais dans le fond de la classe, en train d'apprendre, et t'avais les élèves qui étaient là et qui m'aidaient. Parce qu'ils Ouais. voyaient que je galérais, tu vois. Ok. Et on avait bien rigolé d'ailleurs. Et Ok. pendant 2 semaines, du coup, je me levais avec lui tous les matins, j'allais faire toutes les journées de cours et tout. Donc, je suis ressorti de là en me disant, je vais faire Ruby on Rails. Ensuite, je t'ai rencontré. Mhm. Et toi, tu m'as conseillé aussi après de partir sur THP. Mhm. Et donc, ça, meilleur conseil. Donc, ça, c'était top aussi. Donc, j'ai commencé à me former là-dessus. Puis, suite à ça, je t'ai rappelé, je t'ai dit, écoute, trop bien THP et tout. Après, tu m'avais dit, eh, d'ailleurs, tu devrais regarder un peu du côté de Bubble. Mhm. Donc, après, j'ai commencé à regarder du côté de Bubble. Et là, j'ai commencé à faire du coup des petites web apps, que ce soit pour notre activité, le Panthéon Business Club, Mhm. mais aussi pour d'autres choses à côté. Mhm. C'est vrai que je pense que dans le code, alors ça dépend des gens. Je pense que si vraiment tu veux devenir dev, ok, il faut aller all-in dans le code. Si par contre tu as plus un mindset entrepreneur qui veut créer ses propres produits, tu peux les créer en full code, mais ça demande quand même, faut bien savoir coder pour faire tes produits solo. Et le deuxième point, c'est aussi en termes de temps, parce que la vérité, c'est que ton produit, il va beaucoup bouger. Tu vas devoir beaucoup itérer dessus, donc faire des changements, ajouter des fonctionnalités, supprimer des fonctionnalités. Et maintenir une application seule, c'est un vrai travail. Tu vois, c'est en termes de sécurité, de fiabilité, d'optimisation, etc., etc. Ça demande du temps. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'aujourd'hui, le no-code vient résoudre ce problème-là. Il vient pas rendre tout accessible, parce qu'il faut quand même une certaine logique, mais par contre, il permet de réduire la taille de l'équipe pour maintenir une application. Tu vois, et on en parlera, puisque toi, tu maintiens quand même une application seule, moi aussi, et en fait, je suis pas sûr que si c'était purement, uniquement du code, ce serait possible. Ou ce serait possible, oui, mais avec beaucoup plus d'énergie, quoi. Tu pourrais pas faire tout ce que tu fais à côté. Bah là, ce que tu résumes en 2 secondes, c'est vraiment ce que j'ai eu du mal à. Parce que je me souviens à l'époque, quand je t'en avais parlé, tu m'avais dit, il y a THP, tu vas Mhm. prendre Ruby on Rails, tu m'avais donné les avantages, et tu m'avais parlé déjà du no-code à cette époque-là, je sais pas si tu te rappelles, Mhm. tu m'avais donné les avantages aussi. Mhm. Et gourmand comme j'étais, je suis parti sur THP en me disant, Mhm. ouais, qui peut le plus peut le moins, donc je Ouais. vais aller là-dedans. Et en fait, c'est en sortant de ce bootcamp-là, où bien sûr que niveau dev, ben, t'apprends beaucoup de choses, et ça me sert après pour le no-code, Bien sûr. ça c'est trop important. Mais par contre, tu te rends compte que front, back, les sécurités à tous les niveaux, maintenir cette app, rien que la déployer, enfin tout, t'es une galère. Et pour le coup, si, comme tu dis, si mon objectif ça avait été par exemple dans un projet d'être juste la tête technique et développer, là, ça aurait pu être intéressant. Maintenant, moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse plus, c'est de lancer, de tester, d'itérer, de bouger et d'aller vite. Et du coup, c'est vrai que le no-code, ça fait peut-être plus sens pour moi. Donc, c'est pour ça que naturellement, je suis reparti sur le no-code. Ouais, et c'est vrai, je sais même pas c'est en quelle année, mais en tout cas, ça remonte à quelques années qu'on était ensemble justement en voyage et que c'est un peu des mi-vacances, mi-mastermind, mi-remise en question, mi-discussion, mi-thérapie. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais on fait partie du même groupe où on part en vacances potentiellement tous les ans. Et je me souviens que une des fois, je travaillais justement sur la première application en no-code. Et je vous disais, les gars, c'est sûr que ce projet-là, il Je me va souviens, hein. péter. Je suis sûr à 100%. Je vous montrais. Je me souviens, on était assis sur le canapé. Je vous montrais, regardez. Parce qu'en plus, comme Guillaume, il avait fait le wagon. Oui, DJ et les devs. oui, Moi, j'avais déjà fait du dev. Toi, t'avais pas encore fait du dev, mais tu savais c'était quoi. je m'y connaissais. Ouais. Voilà. Et je montrais rapidement, en fait, à quel point c'était rapide de créer des trucs. Je me souviens, je disais, regardez la fonction login. Ça prend 3 minutes, regardez. Et là, on était tous excités comme des puces. Bon, ce projet-là n'a jamais marché, tout est en toute transparence. Mais par contre, j'ai beaucoup appris. Et moi, c'est là que j'ai vu la puissance quand même du no-code. Je me suis dit, ah là, il y a un truc à aller chercher. Donc, au niveau produit, c'était pas top ce que j'avais fait. Mais au niveau technique, c'était ultra fonctionnel. J'ai Ouais. monté un SaaS de A à Z, en fait. Les gens pouvaient payer, les gens pouvaient s'abonner. Ils avaient des fonctionnalités qui étaient débloquées. Automatiquement, j'avais les paiements et puis j'arrivais à bloquer les. Franchement, techniquement, c'était rodé. C'est vrai que je me suis dit, ouais, c'est vraiment intéressant, tu vois. Et ça, c'était à l'époque où Bubble était même pas responsive. Mais non, pas du C'était tout. moche et tout, je me souviens. Mais par contre, c'était hyper quali, hein. Ouais, c'était un moment, en fait, effectivement, cette techno-là, Bubble, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais c'est vrai que c'est l'un des outils no-code les plus puissants, les plus complets. Quand je dis complet, c'est qu'au même endroit, on a automatisation des workflows, on a base de données et on a visualisation, donc le front, quoi.
Et c'est vrai que la partie responsive était vraiment pas top. C'est-à-dire que c'était ce qu'on appelle de l'absolute. C'est-à-dire que dès qu'on plaçait un élément sur la page, pardon, c'est comme si vous avez un carré, il était placé n'importe où sur la page. Il fallait juste dire, ben, un peu comme bataille navale, ligne 3, et avec H, allez, je tire, ben, c'est ici que je mets l'élément. C'était ça. Alors qu'en fait, on construit pas des sites comme ça. Mais effectivement, moi j'avais un truc, je me souviens, je le disais tout le temps, je disais que quand l'outil il est moche, c'est qu'il a beaucoup de valeur. Parce que ça veut dire en fait qu'il travaille beaucoup sur l'aspect qu'on ne voit pas et pas forcément sur l'aspect qu'on voit. Moi je me méfie des outils qui sont trop jolis. Tu vois, parce que je sais qu'en marketing ils mettent beaucoup plein de paillettes dans les yeux, mais en fait au final ça ne tient pas forcément la cadence. Donc oui, oui, effectivement, et puis aujourd'hui Bubble a beaucoup évolué, il y a beaucoup de ressources. Puis il n'y avait pas de ressources aussi à cette époque. C'est que moi je passais mon temps à parler avec des Américains, dans des forums. J'étais là, je connaissais tout le monde. Je parlais, les gars, j'ai tel bug, comment on fait? Oui, tu peux faire ça. Je passais ma vie sur les forums. Ah oui, ça. Puis Donc, il y avait pas autant de plugins peut-être aussi. il n'y avait rien. Il y avait rien. Il n'y avait rien, gars. C'était vraiment difficile, tu vois. Et je me souviens que je rajoutais du JavaScript pour faire plein de trucs. Tu vois, c'était beau. Mais bon, c'était une belle époque. Donc, parlons justement de Bubble. Tu as commencé par le freelance. euh, Tu fais des prestations, tu as fait du e-com, tu es très bon en marketing, tu es très bon en psychologie. Et puis, le David crée un SaaS. Est-ce que tu veux nous parler de ce projet-là? Bah ça, du coup, ça c'est tout nouveau. Mhm, Donc ça date là d'il y a quelques mois. mhm. Où justement, bah, suite à l'agence, donc ça j'ai décidé d'arrêter. Je continue quand même des prestations à côté dans tout ce qui est développement de sites web surtout. Donc là, j'en accepte de temps en temps, histoire de faire rentrer du cash tout simplement. C'est quel techno que tu aimes bien sur les sites web? Alors quand c'est du site web pur, enfin type un peu blog ou site vitrine, je vais plutôt sur du Webflow Mhm. que j'apprécie vraiment beaucoup. Enfin, pour le coup, c'est vraiment optimisé, c'est vraiment très bien fait, c'est très bien maintenu et bon, c'est vraiment une techno dans laquelle je crois. Tu peux exporter ton code aussi si tu veux, donc t'es pas bloqué. Et pour le coup, c'est un plaisir de développer dessus. T'as pas de bug. Enfin, c'est vraiment génial. Ah ouais? Ouais, Ok. franchement, l'éditeur Webflow versus Bubble par exemple, rien à Ah, voir. il y en a à voir. Rien à voir. Il y en a à voir. Mais aussi, c'est pas les mêmes cibles. C'est pas les mêmes cibles. C'est ça. Site internet versus web app. Et puis surtout, Webflow, en fait, le vrai pain point qu'ils sont venus résoudre, c'est que avant, dans un workflow pour créer, pardon, alors c'est vrai, on va un peu dans la technique, mais on va y aller, pour créer justement une application web ou un site web, en général, tu as un designer qui vient faire des maquettes qui sont validées. Alors avant, tu avais... alors bon, maintenant on le fait sur Figma, mais en gros, on arrivait à animer les écrans. C'est Adobe XD. Voilà, Adobe XD. Et en fait, tu fais tes utilisateurs potentiels cliquer. Parce qu'en fait, le coût de développement était tellement élevé qu'en fait, tu te basais sur des maquettes pour faire les gens cliquer et dire ce qu'ils aimaient pas, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, etc. Ça, c'était la base. Et une fois que tu avais le design, qu'est-ce qui se passait? Donc, le designer qui avait fait son truc, ça peut être le product designer, ça peut être un web designer, peu importe. En général, il était en équipe avec un dev ou une équipe de développement et il disait, ben, messieurs, voici les maquettes avec les bons pixels, avec les bons codes couleurs, etc. Et le dev, en fait, il se contentait de faire ça. Webflow, ils ont vu ça, ils ont dit non, c'est pas possible. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Entre le dev et le designer, ils sont venus mettre un outil ultra puissant, NoCode, donc qui est vraiment un éditeur visuel, Ouais. où en fait c'est un peu du drag and drop, mais qui te laisse la possibilité d'aller très loin dans la personnalisation. C'est-à-dire que je sais plus c'est quoi les awards web là, sur les beaux sites. Tu sais, il y a des sites qui sont super bien faits, il y a des awards qui sont délivrés tous les ans. Ok. C'est AWWW, ARDS et Awards. Et ben en fait, tu as plein de sites qui sont faits sous Webflow, qui sont ultra dynamiques. Ça ne ressemble même pas à un site web, c'est une expérience, tellement tu vas en détail dans les sites web et tout. Et effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Webflow? Ils se sont dit, on va donner aux designers un super pouvoir. Ouais, ils ont même l'outil. Toi, tu dis qu'ils l'ont mis entre le designer et le développeur. Moi, je pense qu'ils l'ont même mis sur le développeur. Ils le cachent. Parce que, en vrai, quand tu es designer, il y a aussi un truc, et ça, on l'a vu sur plein de projets, c'est que quand tu commences à vouloir. Tu demandes un truc tout bête, pixel perfect, Ouais. que tu donnes ta maquette et que tu vois le rendu, je te jure que c'est pas la même chose. Et des fois, tu regardes, tu dis, t'es sûr que c'est la même. Genre, pixel perfect, pour toi, là, tu vois, c'est la même chose, on est d'accord. On est d'accord. Oui, mais tu sais, non, est-ce que c'est la même chose? Non. Ouais. Alors vas-y, refais. Ouais. Et en fait, ça, c'est un truc où des fois, les développeurs, ben, c'est trop compliqué. Et c'est vrai qu'avec Webflow, pour le coup, ils ont. En fait, c'est que c'est vraiment un outil qui est hyper simple. T'es designer, tu maîtrises Adobe.
en vrai, il y a de fortes chances que Webflow, ça taille très bien. Tu vois. En tout Mm. cas, tu seras très familier avec l'environnement. Après, il faut quand même que tu aies des petites connaissances en termes de structure de site, style les sections, les containers, les divs, tout ce genre de choses. Mais ça s'apprend assez facilement. Mm. Et après, derrière, une fois que tu as ça, ben, tu peux te faire des sites très propres, très bien faits. Et en fait, Webflow, ce qui est cool, c'est que tu que du HTML. En fait, c'est que du HTML, du CSS et du JavaScript. Mm. Et c'est pour ça qu'il gagne autant de. Je sais même pas, mais ça doit être pour ça aussi qu'il gagne autant d'awards. C'est que derrière, bah, en fait, avec ces trois choses-là, tu peux faire des sites très bien, hyper dynamiques, enfin vraiment tout ce que tu veux dans tous les sens. Et du coup, tu peux faire ça très facilement. En fait, si tu codes en HTML, CSS et JavaScript sans t'en rendre compte, sur du Webflow, enfin accessible à tous quoi. Ouais, clairement. Et puis aussi, il y a aussi un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que Webflow, là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont développé un peu un écosystème. C'est-à-dire que déjà, c'est vraiment les outils US, moi je trouve qu'ils sont très très forts pour ça, c'est la documentation. Webflow, la Webflow University, je crois que ça s'appelle comme Ouais. ça. En fait, et c'est pour ça que pour moi, en fait, le digital, c'est vraiment un truc de fou parce que je mets des guillemets, mais personne n'a d'excuses. C'est-à-dire que tu vas sur la Webflow University, tu t'enfermes pendant 2 semaines, t'es très bon en Webflow. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que les ressources, je me souviens à l'époque, moi j'ai regardé ça en quelle année? Peut-être en 2000, je vais pas dire de bêtises, peut-être ouais, 2019 ou quelque chose comme ça. J'avais regardé, je me souviens que les cours, c'était quasi scénarisé. C'était vraiment des histoires. Le mec, il fait un petit film. Bon, je vais voir mes clients. Regardez, j'appelle les. En fait, t'es embarqué comme si tu regardais une série, mais en fait, t'es en train d'apprendre à utiliser l'outil. Ça, c'est le premier point, les cours, les ressources. Le deuxième point, c'est la communauté parce qu'ils ont créé une marketplace. Ouais. Donc, en gros, tu peux, par exemple, toi ou moi, faire un template de site et puis après le vendre ton template justement aux autres personnes. Et je crois aussi il y a l'aspect, je sais pas s'il y a des plugins ou pas. Je sais qu'il y a des Si, plugins qui sont faits, il y mais en je a. sais pas s'ils sont intégrés à Webflow. Mais en tout cas, t'as un écosystème. Mais en fait, le fait de faire ça, ça fait que, ben, on en parlait, mais là, tu vois, ils se sont un peu extraits. Et en fait, tu peux avoir une audience, donc des gens qui suivent, etc. Mais quand tu as une communauté, c'est les gens répondent entre eux, se challenge entre eux, et ils font plein de choses entre eux-mêmes. Et en fait, je trouve que c'est vraiment smart. C'est un peu du community-led growth. C'est-à-dire que ton outil va grossir par la communauté. Ouais. Tu vas pas mettre des gros. Alors, oui, ils le font, mais tu vas pas mettre des gros budgets d'acquisition par-ci, par-ci, par-là, etc. C'est qu'en fait, tu mets en place ce qu'on appelle un peu le K-factor, où tu te dis, chaque personne qui rentre dans ma boucle pardon, d'utilisateur doit me ramener à minima une personne. Et tu vois, tu fais comme ça, tu fais une espèce de gros truc vertueux, et c'est comme ça qu'ils ont eu une croissance de fou, quoi. Bah ouais, mais ça m'étonne pas. Mm. Mais, Donc, mais même, tu vois, par exemple, de ce que tu disais là, la marketplace, tu as des personnes qui. Enfin, je sais que sur Webflow, comme il y a beaucoup de designers et beaucoup de mecs qui kiffent tout ce qui touche vraiment à l'UX et au design, mhm. et qui dev aussi les sites. Du coup, ça fait que les sites qui sortent de Webflow sont archi quali, Ouais, parce que c'est pas des sites. Tu vois, ce sera pas comme quelqu'un qui a juste envie de faire un petit site comme ça. Celui-là, il va plus aller vers un Wix ou tu vois, des c'est choses ça. beaucoup plus basiques. Là, pour le coup, c'est des gars qui aiment pousser la chose et qui ont envie de faire des choses vraiment quali, etc., qui ont le goût du détail. Mm. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a même, tu sais, dans les marketplaces, tu as la marketplace officielle où tu peux vendre les sites et tu as le made by Ah, ok. Webflow où là, c'est par exemple, tu peux mettre à disposition un site que tu as fait ou un template du coup que tu as fait toi et le proposer. Dire D'accord. voilà, il est gratuit, vous pouvez le dupliquer ou non, vous pouvez même juste le regarder pour inspiration, etc. Mhm. Et ça fait comme les banques, tu sais, de thèmes, ça fait un petit peu comme ça. Du coup, moi, je vais beaucoup regarder là-dedans pour m'inspirer. Et c'est surtout qu'il y en a qui s'amusent à se faire des espèces de challenges où en mode quand Apple sort son site internet hyper quali avec les effets dans tous les sens et tout, bah, ils s'amusent à le refaire Ok. sur Webflow et le mettre à disposition. Ah ouais, Et trop donc bien. n'importe qui peut avoir le même site qu'Apple, on va dire, en allant là-dessus, tu vois. Ok. Et ouais, du coup, c'est un niveau de fou, quoi. T'as en tête sur Webflow, attends, il a monté Noxflow, je cherchais, si c'est le meilleur designer Webflow. Je crois qu'il s'appelle FinSuite. Euh, FineSuite. Et il a créé justement une agence, des plugins, etc. et ouais, tout. Je me souviens, FineSuite. En tout cas, on mettra le lien, je pense, dans la description parce que je me souviens, moi, à un moment, je passais mon temps à regarder les sites de ce mec-là. Tu cliquais sur des boutons, ça bougeait dans tous les sens, ça explosait, etc. C'était un truc. Moi, je sais que c'est l'un des premiers qui a fait des trucs, mais sur Twitter, il était, mais sur X, mais il avait une croissance de fou parce que, comme tu disais, il reproduisait des sites, mais c'était trop bien fait, quoi. et, C'était- et ces mêmes mecs-là, ils ont maintenant créé des écosystèmes Ouais, où maintenant
tu peux carrément même faire des espèces de web apps avec Hmm, Webflow ouais, en pluguant avec un plugin du coup, une espèce de back-end externalisé. Euh, enfin, en fait, ils ont vraiment fait tout un écosystème comme ça, où pareil, pour développer sur Webflow, tu peux aller très vite avec des blocs déjà préfaits. Enfin, tu peux vraiment maintenant aller te faire plaisir, soit en partant de zéro, soit en partant de choses vraiment préfaites. Ils ont vraiment fait des vrais frameworks en fait. clairement. Et alors ça, on va pas tout dévoiler, mais je sais qu'en fait, sous Webflow, tu as beaucoup des stratégies où en fait, tu peux même quasi créer des sites web, non, des sites web, des articles de blog à la volée et les publier à la volée, puisqu'il y a une partie CMS, donc CMS Content Management System, où en fait vous allez créer en fait un canevas de pages et qui va être rempli dynamiquement avec des éléments comme le titre, les images, le texte, etc. Et moi je vois beaucoup de gens en ce moment qui prennent des places SEO juste en faisant ça à la volée. Et c'est parce qu'en fait Webflow a une API. Donc l'API en fait ça permet de communiquer, ça permet une communication entre deux outils. Et quand on a l'API de Webflow et l'API d'autres outils un peu sombres, en fait, ça permet justement de publier à la volée pas mal de choses et c'est vraiment pertinent. Mais donc, du coup, pour pas qu'on s'égare, donc on parlait de ton SaaS, donc parle-nous de ton SaaS du coup. Mais du coup, là, je suis parti donc depuis quelques mois sur ce qui me faisait vibrer quand j'étais petit, donc plus vers la plongée, les poissons. Et du coup, là, j'ai décidé depuis quelques mois de me lancer dans une aventure. Et donc, ce serait de référencer, enfin, en tout cas, d'aider les plongeurs à trouver des centres de plongée plus facilement. Donc, ça, c'est un petit peu la mission de base. Et donc, après, bien sûr, c'est d'améliorer, si tu veux, l'expérience de plongée. Pas sous l'eau, mais avant. Donc, c'est-à-dire comment trouver ton spot de plongée, comment trouver où plonger, dans quel pays, etc., etc. Et cetera. Et donc, avec tout un écosystème. Et donc, voilà, j'ai développé un site internet. Donc là, c'est Webflow. Et puis après, une web app, du coup en Bubble, Mhm. sur laquelle, pour l'instant, les centres de plongée peuvent s'inscrire gratuitement, peuvent créer leur fiche en tant que centre de plongée, y renseigner un maximum d'informations qui va être pertinente aux plongeurs. Donc ça va de la langue dans laquelle on va t'enseigner la plongée à les types de plongée que tu vas pouvoir faire, en passant par, je sais pas moi, les types de comment on dit, accommodation, Les lieux pour dormir, etc. quoi. alors c'est pas que pour dormir, mais c'est tout ce que tu vas trouver sur place. Donc D'accord, ok. si jamais il y a une piscine pour plonger, Mhm. si jamais il y a un restaurant, Ah si oui. jamais voilà. Et donc tout là pour le coup, moi pour le coup c'est un nouveau défi puisque je fais tout en anglais. Mhm. Donc c'est l'objectif c'est de m'améliorer en anglais. Et le deuxième objectif aussi c'est comme la plongée c'est international, ben forcément d'être accessible et du coup dans le monde entier. Donc là à l'heure d'aujourd'hui, j'ai déjà à peu près 180 centres Mhm. qui sont inscrits sur mon app et qui du coup ont déjà renseigné leurs fiches dans à peu près une quarantaine de pays. Ok. Donc ça c'est assez cool. Et du coup ça permet d'aller déjà de commencer à trouver un peu son bonheur un peu dans n'importe quel pays. Bon, des fois il n'y a pas forcément énormément de choix, mais petit à petit ça commence à se remplir et voilà. Déjà, chapeau, parce que 180, c'est pas rien. Et c'est quoi le nom du coup de l'application ou du site web? Donc ça s'appelle Diving List. Ok. Et donc voilà, donc pour l'instant c'est full en anglais. Mon objectif, ça va être là dans les mois qui viennent de le mettre en français aussi, puisque forcément je suis français et puis je veux aussi que ça soit accessible aux Français. Et puis pourquoi pas peut-être espagnol aussi. Et puis voilà, mon objectif c'est d'avoir toujours plus de centres. Donc là, je suis déjà rentré en contact avec pas mal de centres, surtout les centres SSI. Donc ça, c'est des typos, enfin c'est des en gros, il y a deux grosses organismes, on va dire, de formation, SSI et PADI. Et donc là, moi, la plupart des centres que j'ai sont affiliés SSI, parce qu'ils sont en général plus petits, plus accessibles, et puis c'est plus ouvert aussi. Et puis là, après, l'objectif suivant, ça va être d'essayer d'onboarder ceux de PADI. Super. J'aimerais bien qu'on revienne sur la partie produit, parce que, alors, techniquement, c'est fait, ça fonctionne, mais comment t'en arrives à comprendre qu'il y a un problème à ce niveau-là? Bah, moi, déjà, je fais de la plongée de base, Ok. donc déjà, ça aide. Et après, pour m'assurer qu'il n'y ait pas que moi qui ai ce problème-là, j'ai fait, comme tout le monde, l'erreur du débutant. J'ai commencé à développer un premier truc selon mon truc à moi. Personne s'est inscrit. Et là, je me suis dit, ah non. Et j'ai développé pendant peut-être 3 mois, tu vois. Hmm. Et en fait, les retours de mon entourage, ah, c'est trop bien, c'est trop beau, machin et tout. Puis au final, quand je commençais à le montrer au centre de plongée, parce qu'à la fin, il faut bien se confronter, tu vois. Qu'est-ce que tu as fait pour aller montrer au centre de plongée?
Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des audits gratuites. Mhm. Donc j'avais fait des... en gros, je me filmais sur Loom. Donc Loom, je sais pas si je dois préciser ce que c'est ou pas. Oui, c'est un enregistreur d'écran. Ok. Voilà, donc je faisais sur Loom, où en gros, j'allais sur leur site internet, des centres de plongée, et je leur faisais un petit audit rapide, où en 5 minutes, je leur disais, bah voilà, sur votre site, il y a ça qui va pas, il n'y a pas de balise H sur toutes vos pages. Pour le SEO, c'est pas top. Tu vois, c'est des trucs vraiment basiques de chez Ouais. Basique. Donc vraiment audit en 5-10 minutes max, où je leur apportais un max de valeur, mais je voulais pas non plus que ce soit un truc trop poussé, parce que de toute façon, je sais qu'ils peuvent pas le mettre en œuvre. Mhm. Je voulais que ce soit des choses vraiment hyper accessibles. Puis je regardais aussi le CMS qu'ils utilisaient, parce que tu vois, selon le CMS, je sais qu'il y a des choses qui sont plus ou moins accessibles. Ouais. Donc je me mettais vraiment, j'essayais vraiment de me mettre à leur niveau et leur dire voilà, si juste vous faites ça, vous allez pas, ça va pas révolutionner votre business, mais sur 10 ans, peut-être que ce sera mieux, tu vois. Mhm. Donc du coup, je leur faisais des audits et puis je leur disais voilà, à la fin de la vidéo, est-ce que vous êtes prêt à m'accorder 5-10 minutes pour qu'on échange ensemble? Et bah, à tous les coups, c'était oui, quoi. Donc en tout cas, quand la vidéo était vue. Parce que du coup, sur Loom, ce qui est cool, c'est que tu as un petit tracker qui te notifie quand la vidéo est vue ou pas. La data. Voilà, et donc je voyais que dès que la vidéo était vue, en général, dans l'heure qui suivait, je recevais soit un WhatsApp, soit un mail qui me remerciait et qui me disait bah ouais, carrément. Et puis on se prenait un petit rendez-vous. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à, à rentrer en contact avec les premiers centres de plongée, à avoir vraiment leurs besoins. Suite à ça, j'ai commencé à poster des annonces sur Facebook pour chercher un commercial, parce que j'arrivais pas à vendre le truc. Et je suis tombé sur un mec qui avait qui a 3 centres de plongée avec qui du coup je me suis entre guillemets on s'est dit qu'on bosserait ensemble, on a commencé à bosser ensemble, donc le besoin je l'avais parce qu'on a fait un produit qui lui plairait à lui, et en fait suite à ces 3 mois là il m'a plus jamais donné de signe de vie le mec, donc je sais pas ce qui lui est arrivé. Ok. D'ailleurs si tu m'entends pendant le podcast réponds à mon WhatsApp il y a un peu moins d'un an, mais non, c'est un truc de fou ça cette histoire. Et tu sais quoi, je me suis même dit, parce que c'est un américain, je me suis dit ça se trouve il a pris l'idée, il allait le faire de son côté, tu vois. Ah. Après je me suis dit en vrai de toute façon l'idée tout le monde l'a, tu vois, Mhm. l'idée elle vaut rien. C'est ça. Et du coup, je me suis dit tant pis. Et en fait, il m'a jamais répondu. Mais bon, j'ai quand même eu tous ses retours, donc ça c'est cool. C'est la bonne partie du truc. Je me suis dit, bah, je vais quand même continuer. Du coup, j'ai continué. Et donc, j'ai finalisé avec les retours qu'il m'avait fait. J'ai continué à prendre mes retours utilisateurs avec certains centres. Mhm. Et j'ai trouvé un autre centre aussi que j'ai onboardé, le premier de mes centres, avec qui j'ai pris aussi ses retours qui étaient très importants. Et en fait, suite à ça, j'ai commencé à lancer avec de l'emailing basique, donc un flow de 3 emails. J'ai réussi à choper quelques mails de centres de plongée que tu peux trouver assez facilement sur des plateformes, sur les Google My Business, enfin tu vois. Mhm. Donc tout ça, on a scrappé tout ça. J'ai tenté un petit emailing en B2B sur ces centres-là. Et ouais, sur peut-être sur à peu près 1500 centres, j'en ai ouais, 180 qui sont inscrits, quoi. Mhm. Ouais, c'est un peu plus de 10%, quasi, ouais, un peu plus de 10%, donc c'est un très bon taux. Et en plus, il y a un truc aussi, c'est que, alors, je crois que c'est à Majorque qu'on a plongé ensemble. Ouais. Ouais, c'était à Majorque. Et je me souviens que le mec, Nailé, Ouais. c'est ça? Non, non, pas Néné, c'était Nino. Nino, ok. Nino, Néné ou Néné. Néné, je sais plus c'était quoi son nom. Ou Nani, Nani. Nani. C'est un Italien. Nani, ouais. Je me souviens en fait, donc toi tu plongeais plus parce que tu prenais des cours en même temps, et puis moi on a fait deux plongées ensemble du coup, et puis moi je viens l'après-midi à moto, etc. Je te rejoins et tout. Et je me souviens que le mec, on lui dit, donc il me demande ouais, qui tu es, machin, je dis Jérémy et tout, etc. Et je me souviens qu'il ouvre un gros tableau Excel, Ah ouais. un gros tableau Excel, et je me dis waouh. Et c'est là en fait, là, pourquoi je te pose la question, pourquoi je te parle de ça. Donc en fait, le truc que je trouve intéressant déjà, c'est que tu fais des projets où tu lis potentiellement la passion et un vrai besoin. Pour moi, c'est les meilleurs projets. Mais surtout, en fait, tu te rends compte que ce qui est intéressant, c'est que des choses qui nous paraissent à nous évidentes, tu vois, sur les outils technologiques, etc. et tout, ben en fait, tu as juste à transposer ça dans une autre industrie et t'es le roi du pétrole, T'es le Messi. tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois. Non, Vas-y. bah, en fait, je te rejoins à 1000%. Mm. C'est que tu ressors. Enfin, dis-toi, nous, on ressort d'une agence Mm. où, où la plupart des. Allez, on va dire les boîtes qu'on accompagne, c'est des DNVB. Donc, c'est des Digital Native Brands, c'est des marques qui ont grandi avec l'e-commerce, qui sont souvent. Qui font leur gros de leur chiffre d'affaires en e-commerce, qui sont hyper doués en site internet, en publicité en ligne, en marketing, en branding, en tout ce que tu veux, c'est la Ligue des Champions. Mm. Les mecs, tu bosses pour eux en acquisition, genre tu fais du Google, du Facebook,
t'es sûr à 1000% que juste leur lire du KPI, ça leur suffira pas, tu vois. Il leur faut des vrais plans actionnables, il faut des vraies choses. Tu te prends des tatanes derrière la tête, c'est tout le temps. Les ROAS, il faut toujours qu'ils soient plus élevés. Enfin, pour le coup, les mecs qui parlent ta langue et les gars, ils sont là. En fait, ils savent que t'es là, t'es un mouchoir jetable, tu vois. Ils sont là, ils vont t'essorer comme ils peuvent. Et après, ils vont passer à une autre agence pour voir un plan renouveau. Ils vont l'essorer, après ils vont passer à une autre, ils vont l'essorer, après ils vont revenir à toi, ils vont te réessorer. Et ainsi, tu vois. Tu pars de ça, tu pars de projet NFT où là, pareil, t'es Ligue des Champions en termes de tout ça, Ouais. à tu repars sur un truc où la plongée, tu leur dis, ouais, les gars, il n'y a pas de balise H sur votre site. Ils disent, oh ouais, trop bien. Tiens. Et là, tu te dis, ah ouais, ça fait retomber la pression. Ouais. Et en vrai, c'est peut-être ça aussi. Enfin, en tout cas pour moi, tu vois, c'est un peu le moyen aussi de te dire, ça te regonfle un petit peu, tu te dis, ah, c'est cool, ça te redéstresse, et en fait, bah voilà, t'es plus tenu d'amener les gens de 9 à 10, mais là, tu repars sur du 1 à 2, tu vois, ou du 0 à 1. Et la majorité du marché est composée de débutants. Bah ouais. Tu vois, en fait, je sais que c'est intéressant cette conversation parce que, tu vois, je sais que nous, on est deux performeurs, on a beaucoup, en tout cas pendant longtemps, focalisé sur nos compétences en disant, mon gars, moi, mon but, c'est d'être le meilleur. Fin du game. Je veux que dans ce game-là, je sois reconnu comme une autorité. Tu vois, et je sais donc on a pris des chemins de compétences différents. Moi, toi, je suis allé beaucoup dans le growth. Ouais. Toi, tu étais beaucoup sur le paid, sur Facebook, sur les BM, sur la gestion des ads, des créatives et tout. Mais je sais que, toi, dans nos games respectifs, on a fait ce qu'on devait faire potentiellement. C'est-à-dire que, en tout cas, on est arrivé à un stade où, tu vois, on ne peut pas nous douiller sur ça, quoi. Tu vois, c'est très facile, même à l'enseigner, etc., etc. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu un moment, effectivement, cette. Même chose, le growth, tu vois, c'est un peu la pointe du truc. C'est-à-dire que tu parles à des gars qui connaissent déjà le marketing digital, qui ont déjà essayé tous les canaux d'acquisition. Et là, on va chercher, tu vois, le 0,01% en plus, tu vois. Donc, c'est intéressant intellectuellement. Mais c'est vrai, tu vois, moi, j'ai eu cette réflexion-là où tu te rends compte qu'en fait, ben, soit tu fais ça, donc très performeur, très dans ton truc, etc. Soit tu redescends un peu d'une strate et en fait, tu vas enseigner ou aider des gens qui passent de 0 à 1. Et il y en a, mais le marché est rempli de personnes comme ça en fait. Et moi, je sais que tu vois, il y a des gens, tu vas leur parler juste de quelques automatisations. Tu vois, nous, je fais pas, je mets des guillemets, mais pendant beaucoup de tout ce qu'on fait, on fait des automatisations dans tous les sens. Tu automatises par-ci, par-là. Et il y a des gens, tu leur mets ça en place, ils te disent Waouh. waouh. Et l'impact, genre, tu viens de me faire économiser grave de l'argent, bien, tu viens de changer ma vie. Ah ouais, je peux faire ça. Tu vois. Donc c'est vrai que c'est une réflexion à se dire, du moins, c'est en tout cas un vrai sujet de se dire, est-ce que je suis vraiment un top performeur sur un truc où je vais chercher la pointe du truc, ou est-ce que je me dis, ben, je suis plus, je caricature, mais je grandis plus horizontalement sur un éventail plus large de personnes, tu vois. Ça dépend, je pense, de la vision, de l'impact que tu veux avoir, etc. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Et donc, du coup, oui, le milieu de la plongée est un milieu assez archaïque. Moi, je vois quand je reçois, parce que je suis aussi passionné de plongée que toi, peut-être toi un peu plus que moi d'ailleurs, mais c'est vrai que quand tu reçois les mails, comment c'est mal fait, quand tu veux réserver, comment c'est mal fait, il faut appeler Ouais. ceci. Je sais pas si tu te souviens quand on avait plongé ou où on s'était regardé, on était allé plonger et les mecs, tu sais, ils doivent légalement en gros te noter Ah oui. ton matos que tu as utilisé à telle date, tel jour, au cas où si jamais il y a un souci derrière, enfin surtout au niveau des bouteilles, tu vois. Mm. Et qu'on les voyait sur une ardoise, ils notaient tous les trucs et après ils prenaient en photo et là on s'est regardé, on a dit, attends mais ça s'optimise ça. Et on était mort de rire et on se disait, putain, les mecs, sur un bout de papier, après ils vont plonger, c'est sûr qu'il va le perdre. Parce que le papier, de toute façon, il tiendra jamais l'eau. Et en fait, on était mort de rire, on se disait, mais Oui. comment les mecs, ils peuvent. Et en fait, c'est juste qu'en vérité, euh, on leur met des lois et des trucs, mais en vérité, eux, ils sont pas faits pour ça, tu vois. C'est ça. Ces gars-là, ils aiment la plongée. Le mec, tout ce qu'il nous disait, c'était que lui, ce qu'il kiffait, c'était plonger, c'était son bureau, c'était C'est ça. son kiff. En vrai, faire du site internet, faire du truc, il a pas le choix, donc il le fait. Mais le reste, il s'en fout, quoi. C'est ça. C'est ça. Et par rapport à ce projet-là, c'est quoi pour toi? Parce que tu vois, donc tu as l'aspect marketing, tu as l'aspect technique, et on va dire, tu as mis en pratique l'aspect produit. C'est quoi pour toi l'importance du produit, mais quand tu fais un projet justement solo comme ça? Ah, mais c'est 100%. Hmm. Franchement, c'est. Non, allez, vas-y, peut-être. On va descendre un peu, sinon je vais être trop gourmand, mais c'est genre 80% Ok. en vrai. Parce Ok. que la technique, en soi, c'est juste la finalité. Enfin, c'est le. Enfin, en vrai, tu peux savoir dev, mais si derrière, t'as pas les idées, enfin, tu le fais pas bien en tout cas, bah ça sert à rien. Ouais.
Et si par contre tu as les bonnes idées mais tu sais pas le dev derrière ou tu peux pas ou t'as pas l'argent pour le faire faire, Ouais. bah ça sert à rien non plus. Donc tu vois, je pense que mais le produit c'est trop important. Moi je sais que c'est moi en gros j'ai deux grosses lacunes, enfin peut-être même une du coup qui est vraiment très très grosse, c'est que j'ai du mal à communiquer D'accord. Communiquer, tu veux dire, c'est-à-dire? de manière générale. Ok. Et c'est drôle un peu dans le métier que je fais et tout, mais par exemple, j'ai du mal à créer du lien avec avec une audience. J'ai du mal à comme j'ai du mal à poster tous les jours sur Instagram, tu vois, j'ai du mal même à poster tous les jours en fait. Hmm. Tu vois, tout ce genre de choses, j'ai du mal. Et du coup, c'est vrai que le produit, pour moi, c'est vraiment être constamment en contact avec ton audience et essayer de prendre le besoin. euh, et ça, tu vois, ça c'est vraiment des lacunes que j'ai même encore maintenant et c'est pour ça que j'avance pas vite. Parce que ça, c'est vraiment un côté qu'il faudrait que je développe, qu'il faudrait que je processise et que du coup, que je fasse même de manière naturelle, encore plus que ce que je fais maintenant. Hmm. Là où aujourd'hui, tu vois, je me contente des fois de quelques retours. Je me dis, ah, ça y est, c'est bon, hop. Et comme ça, je Ouais. fais ce que je kiffe. Hmm. Ce qui est, parce que comme un introverti qui se respecte, ce que je kiffe, c'est développer mon petit outil dans le coin, tu Ouais, vois. ouais. Mais sauf que je sais que c'est une erreur, parce que quand je fais ça, c'est sûr à 100% que c'est pas le bon moment ou que c'est pas attendu, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, c'est. Je te rejoins sur ça parce que moi, je sais que j'ai aussi ce côté-là. Après, je l'ai beaucoup, beaucoup combattu. Mais de base, je kiffe. En fait, je pense qu'on fait partie de la même team mais, et d'autres personnes qu'on connaît. Mais moi, je connais plein de gens parce que à l'ère des réseaux sociaux, tu as l'impression que faut avoir beaucoup d'abonnés ou bien faut beaucoup communiquer pour réussir. Moi, je connais plein de gens qui font des trucs qui parlent pas du tout. Tu sais même pas qu'ils existent. Et ils font beaucoup plus de choses, même de CA, que des gens qui sont très communicants, etc. Et effectivement, par contre, effectivement, sur l'aspect produit, alors je différencie les réseaux sociaux et le produit, mais c'est très difficile de construire le bon produit pour la bonne personne sans lui parler. Bah oui. Tu vois, c'est difficile. Je dis ça parce que moi, j'ai eu ce souci-là. Et en fait, au final, je me rends compte que parler, en fait, dans la construction de mon produit, j'en arrive à cette conclusion après quelques années sur ça, c'est que la construction d'un bon produit, c'est 80% de feedback, de retour, d'analyse, de compréhension, de psychologie et 20% de technique. Tu vois, parce que ça, tu peux aller très vite, mais dans la mauvaise direction. Ah oui. Tout le monde peut aller très vite, dans la mauvaise direction. Donc je préfère potentiellement prendre mon temps, mais être sûr, un peu comme un sniper dans Call of, que de faire ah oui, je pense que c'est ça, etc. Et puis c'est très subjectif. Et puis au final, en fait, tu construis un truc, mais. Et comme tu dis, tes proches vont te dire ouais, c'est trop bien et tout, mais c'est pas tes clients. Et bah, ils ont un peu un biais, tu vois, où ils veulent être ben, gentils, te pousser, te booster, mais c'est pas ce qui te fait progresser, Ils tu vois. l'utilisent pas. Et puis même moi par exemple aussi il y a un truc aussi c'est que il y avait ça. Donc ça déjà ça m'a fait perdre beaucoup de temps, le fait de pas assez me concentrer sur mes utilisateurs. Mais il y a aussi le fait de mal interpréter un peu ce qu'on entend aussi sur internet. Type le MVP, tu vois. Ouais. Euh, Quelle est la limite du MVP? Mm. Si t'es gourmand, ça peut être trois fonctionnalités. Si, si jamais tu t'interprètes mal et qu'il faut lancer en une semaine, ça va être une landing page, tu vois. Ouais. Et ça, moi, je l'ai beaucoup fait. Tu vois, par exemple, lancer une landing page, essayer de voir si les gens vont s'inscrire, etc. Et voir si je vais lancer le projet. Alors qu'en vérité, un MVP, il faut quand même que ce soit quelque chose qui soit fonctionnel, très basique, mais très fonctionnel, qui répond déjà au problème principal, on va dire, de manière la plus simple possible. Mm. Et donc, pas besoin que ce soit un truc très propre, etc. Et tout, mais si ça répond au problème. Et je pense que, ouais, je pense que se concentrer sur les gens, c'est très important, mais surtout sur le problème et le bénéfice que tu vas leur apporter, tu vois. Genre, c'est l'identifier. Bon, après, c'est les trucs un peu qu'on dit tout le temps, le problème dur, etc. Mm. Mais ouais. Ouais, effectivement, dur. Donc, dur, c'est un acronyme, donc douloureux, urgent et reconnu. Et c'est vrai que. Il y a un peu le syndrome du caillou dans la chaussure où les gens en fait peuvent avoir un problème mais sont pas prêts à payer pour ça. C'est-à-dire se dire bon, il y a un caillou qui me gêne mais je suis pas prêt à payer. Et au final, moi comme je dis toujours en fait, c'est tout le monde peut faire le projet qu'il a envie, mais soit on dit que c'est un hobby et fine, on veut pas faire d'argent, mais si c'est un business, faut parler avec les gens. Il y a pas d'autre solution. Faut analyser déjà le marché, voir les concurrents et tout, mais il faut aussi parler avec les gens et c'est vrai que et pour revenir sur la notion de MVP, donc Minimum Viable Product, c'est-à-dire la première version du produit que tu crées, c'est vrai qu'un MVP, c'est vrai que des fois ça peut être mal compris. En général, c'est une version minimale de ton produit, mais qui résout très bien le problème principal, avec une fonctionnalité. Et je te dis ça parce que moi, je me souviens au tout début du SaaS, je me suis dit, je me focalise uniquement sur le problème principal.
tout était moche. Je suis pas bon en design, je suis pas bon. Alors en UX, oui, en termes d'expérience, oui, je sais ce qu'il faut faire ou pas. Mais en termes de design, de couleur, moi c'était moche, très moche. Mais je reste toujours noir, blanc, une couleur qui sort de l'ordinaire. Et ensuite, ça résout le problème principal, pardon. C'est le fondateur de LinkedIn qui disait ça. En gros, si tu n'as pas honte de la première version de ton produit, c'est que tu as lancé trop tard. Ouais. Et donc effectivement, moi je me suis dit ça et en fait le truc était ultra moche, mais en fait je voyais que les gens étaient trop contents. J'ai dit mais et moi je sais et si moi je sais que c'est moche, c'est que c'est vraiment moche. Tu vois, vraiment moche. Et je me suis dit juste dit c'est responsive donc c'est fonctionnel, mais c'est moche. Tu vois, les boutons étaient grossiers, c'était moche. Mais je me suis dit en fait même si c'est moche, si tu résous le problème principal, ça passe en fait. Et limite, même plus c'est moche, et plus c'est utilisé, plus c'est rassurant pour toi. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à dépasser cette mocheté-là pour utiliser et pour résoudre leurs problèmes. Tu vois. Clairement, clairement. Donc, non, non, super intéressant. Donc, ouais, en tout cas, sur le 180 personnes, c'est cool. Et puis aussi, je sais que tu as un petit, sans nous parler peut-être de détails techniques, mais tu as un petit process justement que tu as mis en place quand tu as un nouveau centre. Ouais, bah après, c'est comme du coup, je travaille tout seul dessus, bah forcément, il y a plusieurs choses qu'il faut que je fais. Du coup, c'est je développe l'app, le site. Moi, au niveau acquisition, ben, j'ai toujours fait du paid et là, je m'intéresse plus à tout ce qui est naturel, donc plus sur le côté SEO de plus en plus. Et donc là, je commence à faire justement des articles de blog, enfin voilà, enfin, pas mal de choses de ce côté-là. Et surtout, ben, forcément, quand il y a des centres qui s'onboard, enfin, en tout cas qui s'inscrivent, moi derrière, il faut quand même que je regarde un petit peu si jamais c'est des vrais centres qui existent. Ça, c'est important, que la data aussi soit remplie, parce que je veux pas non plus avoir que ce soit que des coquilles vides, quoi. Donc ça, je vais checker, et puis après, bah, automatiquement, j'ai des workflows, bien sûr. Une fois que je clique sur valider, que je valide le centre, il apparaît sur la plateforme, donc tout est vérifié. Après, derrière, il arrive sur un Notion de suivi, etc. Puis après, derrière, moi, je sais qu'il y a la story qui va commencer à se créer. Enfin, en tout cas, le template, et après, moi, j'ai plus qu'à le poster, quoi. Ouais, en fait, c'est vrai que pour bien clarifier, c'est que quelqu'un va sign up, va s'inscrire sur ton application. Toi, tu vas vérifier les informations, valider ou pas le centre. Une fois que le centre il est validé, automatiquement, il a ajouté une BDD Notion. Automatiquement, à partir de cette BDD Notion, tu as déjà créé des templates, etc. pour une story Instagram. Et ensuite, en postant la story Instagram, je dis ça parce que je revois tes petites stories en disant, je ne sais pas si c'est welcome ou machin, et puis il y a le logo automatiquement Exactement. du petit centre, etc. Et ça, je trouve que c'est une stratégie trop intéressante de growth en mode, le gars s'inscrit, mais en plus, on le sauce un peu sur Instagram en mode ah tu t'es inscrit trop bien etc et puis il repartage et puis d'autres s'envoient etc et je trouve que c'est un peu cette petite boucle de referral que tu crées sur Instagram, c'est très smart tu vois en termes de strat. Bah ouais, et surtout qu'ils sont et en fait, c'est exactement ça. Et en fait, ils sont trop contents parce que du coup, je les publie. Parce que en fait, il faut garder en tête que les centres, ils sont pas dans la logique qu'on a nous habituellement, en tout cas dans les clients que j'accompagne jusqu'à maintenant, où c'est mon audience, c'est mon argent, tu vois. Mm. Et donc, je vais faire attention à ce que je poste, que je reposte, etc. C'est beaucoup plus basique, c'est beaucoup plus simple. C'est en mode, t'es leur pote, bah, vas-y, on republie, tu publies un truc sur moi, je te republie, etc. et tout. Mm. Et le but, mon objectif, c'était même pas forcément à la base de me. Enfin, je savais qu'en fait, je me doutais qu'ils allaient en reposter, mais qu'ils le fassent ou pas, en fait, ça me dérange pas. Moi, l'objectif, c'était vraiment de donner de la visibilité à ces centres. Donc, tant qu'à faire, je fais en même temps la story. Moi, derrière, sur mes stories, ben, j'ai tous mes centres qui sont référencés sur Instagram. Comme ça, on peut les retrouver. Tu peux accéder directement à leurs fiches, du coup, classées par pays. Je suis en train de les reclasser par pays, du coup. Pas mal. Et ouais, comme ça, en fait, directement, tu as un peu cette double entrée où tu peux aller directement sur la plateforme et filtrer. Tu peux aussi depuis le Instagram directement. EDR, ils republient, donc forcément, ça. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai un peu moins de 300, je pense, abonnés sur Instagram. Donc, Sur du B2B c'est pas rien hein. bah, c'est vraiment le début, ouais. Mm. Mais par contre, enfin, je vois qu'ils sont engagés. En général, quand je publie un centre, ils me republient derrière. Je vois que ça me ramène du monde. Des gens viennent me voir. Donc, ça abonne pas forcément, parce que j'ai pas publié non plus énormément de contenu. Mais petit à petit, ça va venir. Donc, je suis en train de travailler aussi sur des guides de plongée. Voilà, tu veux plonger dans tel pays, ben, qui est certains guides. Donc voilà, je travaille sur plein de choses en parallèle. Et mon objectif, là, dans un premier temps, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Tu vois, cet écosystème-là, que je kiffe. Et en fait, quand je me suis posé, c'est vraiment La première question qu'on m'avait posée, c'était qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit et que tu prenais plaisir à faire. Donc c'était la mer et les poissons, tu vois. Donc je suis reparti sur ça.
Et c'était avec qui est-ce que tu vois passer du temps. Mm. Et en fait, c'était quand on était partis ensemble plonger. Tu vois, moi, ce mood-là des îles, d'être au bord de l'eau et d'être avec des plongeurs, tu vois, c'est des gens quand même. Bah, c'est des gens qui simples et qui kiffent, tu vois. Je me dis, bah ouais, j'ai envie. Là, mon goal pour cette année, l'année prochaine et peut-être les années qui viennent, tu vois, c'est de me rapprocher de cette typologie de personnes-là et de passer du temps avec, tu vois. Mm. Et du coup, c'est pour ça que ce projet-là fait sens. Donc voilà. Et puis après, bah, à côté, je continue à faire les sites, plus pour l'aspect financier, plus pour l'aspect challenge aussi, parce que c'est aussi intéressant. Mais non, ouais, du coup, ça fait assez sens pour moi, tu Ouais, t'as raison. C'est vrai que le milieu de la plongée, c'est très friendly. C'est-à-dire que t'arrives, tu rigoles, il y a toujours de la musique. Et puis, tu sais que tu vas plonger. Donc, en même temps, c'est assez sérieux parce que tu es quand même à plus de 20 mètres de profondeur, etc. Et tout. Je me souviens, on était tombé sur quoi? C'est peut-être 50 ou 100 barracudas, je vois. sais Ouais, c'est plus. ça. Un espèce de truc, tu vois. Un tourbillon de barracuda devant toi. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Moi, c'est assez impressionnant, tu vois, quand il y en a autant. Je pense qu'il y en avait même plus, mais bon, je suis pas Il y en sûr. avait beaucoup, ouais. Ouais, il y en avait beaucoup plus. Et après, on a fait l'autre plongée où on a vu il y avait quelques pieuvres. On est passé en dessous de certains rochers et tout. Donc, non, non, super, super intéressant. Et c'est vrai que ouais, c'est un écosystème pour moi qui est trop cool. Et ce que je trouve cool dans ton approche, c'est que tu pars un peu comme je le disais, d'une passion. Et puis tu crées un peu un. En tout cas, tu essaies de commencer à créer un peu un écosystème pour à la fois continuer à faire vivre ta passion, à l'alimenter. Et je pense que ce qui est intéressant, surtout, c'est que tu pars d'un besoin, tu pars d'une passion, et qu'en fait, l'argent, c'est une conséquence. On verra. Tu vois? Ouais, Parce qu'en fait, en vérité, tu as plein de gens qui le font pour l'argent dès le début, mais le faire pour l'argent dès le début et tenir sur le long tu terme, peux pas. en vrai, c'est difficile, tu vois. On dit ça, je pense qu'on a essayé de faire plein de coups, et en fait, en vérité, tu te tiens un peu, mais sur le long terme, t'es pas motivé, puis des fois, tu te dis même, je suis pas à refuser cet argent pour Ah oui. avoir ma paix, en fait. Tu vois? Moi, je me souviens à l'époque, on avait l'agence Instagram d'automatisation. Moi, je me souviens, hein, je redis ça avec Dan, mon pote à qui j'étais en coloc, et Moïse. J'ai dit, les gars, on va plus jamais travailler. Les gars, on va plus jamais travailler. On avait des clients dans tous les sens. On faisait rien. On avait tout automatisé. On ne faisait rien. Mais vraiment rien, tu vois. J'ai dit, les gars, et je me voyais, tu vois, à Bora Bora. Je me disais, ouais, je vais aller aux Maldives et tout. Ce sera trop bien et tout. Et en fait, au final, quand ça s'est cassé les dents, avec l'algo d'Instagram qui avait changé et tout, ça m'a remis les idées en place. J'ai dit, ah, en fait, il va falloir travailler un peu encore, hein. Donc, quand ça va vite, c'est ce qu'on disait en off, mais en tout cas, quand tu fais des coups très rapides, potentiellement, c'est que ça peut être un coup qui retombe très vite. Ah ouais. Le gâteau s'essouffle très vite. Donc, en vérité, les bonnes choses prennent du temps et il n'y a pas de raccourci. Tu peux pas duper la matrice en vrai. Ouais, non. Tu vois? Ça, je suis d'accord à 100%. Ouais. Et moi, c'est vrai que ça, c'est l'approche que j'ai envie d'avoir, où j'ai beaucoup été un peu matrixé sur vendre et faire, tu vois. Et c'est vrai que ça, il faut le garder, parce que je pense que c'est la bonne façon de faire. Maintenant, moi, c'est vrai que là, je suis plus dans un mood où, comme tu dis, j'ai envie d'apporter de la valeur sur le long terme et voir après ce que je récolterai après, tu vois. Ok. Je sais pas si tu te souviens ce que tu nous avais dit à Majorque par rapport à ça. Tu nous avais dit un jour, quelqu'un, je sais plus, c'était un fermier aux Antilles, je crois, qui t'avait dit ça. Il avait dit quoi? Le fou. Attends, dis-moi. L'anecdote tu t'en souviens pas? Non, ça me parle pas. L'anecdote du fou. Il y a que le fou qui pense qu'il va pouvoir récolter le même jour qu'il sème. Ah oui, oui, Et oui. bah, tu nous avais sorti ça, moi ça m'avait hyper impacté. Et je Ok. me suis dit, putain, mais c'est vrai. Et en fait, c'est Hmm. vrai que nous, on est vachement pressé. Je pense que c'est l'écosystème aussi peut-être parisien, ou en tout cas Ouais. dans lequel on travaille là, tu vois, où on est vachement en mode, bah vas-y, je sors ma landing et vas-y, c'est soit j'ai mes 10 premiers clients qui vont payer 1000 € par mois, soit j'arrête. À quel moment tu as une landing page, tu vois? Et peut-être que ça marche. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à craquer Ouais. le game, tu vois. Hmm. Mais dans tous les cas, il faut quand même importer un minimum de valeur. Ouais. Non, non, clairement. Et puis après, tu sais, je pense qu'on a évolué un peu dans le même écosystème. C'est vrai que quand tu es dans l'écosystème, comme tu dis, parisien, start-up, que tu vois, moi j'étais des fois à la tête de certaines, en tout cas au niveau stratégie de certaines boîtes où tu fais des croissances à 3 chiffres, en fait, tout va trop vite. Sauf que quand tu es solo, c'est pas la même chose. Tu vois, et on a un peu ce paradoxe, ce parallèle-là. J'en parlais avec un autre invité. On fait quand tu es en start-up, ça va tellement vite et tout, mais tu oublies qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui travaillent avec toi. Et quand tu es solo, tu veux la même croissance avec tes 10 doigts et puis en faisant tes trucs, etc. Mais déjà, 17 heures arrivent, tu te dis, ah, j'ai pas fait tout ce qu'il y avait dans ma to-do.
Et puis après, le lendemain, tu dis, ah, 17h encore, mais j'ai pas encore fait ce que je devais faire lundi. Et après, tu arrives à la fin de la semaine, tu dis, ah ouais, il faut que je mette moins dans la to-do. Tu le fais une semaine encore, tu dis, allez, cette semaine-là, c'est chaud, je le fais. Mais en vérité, non, tu peux pas tout faire. Non. Donc en fait, je pense que ouais, comme tu dis, faut se confronter au truc. Mais en vérité, la croissance exponentielle, c'est possible, je pense. Mais ça a un coût et puis ça prend plus de temps. Faut vraiment. Mais ça arrive les coups, hein, mais il faut vraiment avoir une compréhension très, très, je pense, fine et profonde de ton personnage, du besoin, du problème. Après, tu vois, ce que je vois aussi des fois, à contrario, c'est que tu as des gens qui ont passé 20 ans dans une industrie, en tant que salarié, par exemple, mais ces 20 ans-là, quand ils montent leur projet, tu te dis, ah, c'est du jour au lendemain. Mais non, il y a 20 ans Ah, derrière. regarde. Tu vois, pendant 20 ans, il s'est dit, mais je sais pas, je travaille avec tel fournisseur, j'ai vu tel problème exactement. Il monte un petit ça, c'est un petit truc, et il pète le game. Bien sûr. Et parce qu'il y a quand même 20 ans d'expérience derrière, tu vois. Donc, ouais, non, super important. Je sais que tu es un bosseur. Ouais. Oui, tu bosses beaucoup. Je suis feignant, mais bosseur. Tu penses quoi de travailler beaucoup pour atteindre ses objectifs? Comment tu arrives à doser, ou en tout cas trouver le juste équilibre entre je travaille, je sais qu'il faut travailler pour atteindre mes objectifs, mais en même temps, il faut que je fasse attention à ne pas me griller parce que c'est un marathon. Comment tu trouves le juste milieu? En vrai, c'est vrai que je fonctionne plutôt par cycle. D'accord. Et en fait, j'ai pas de, enfin, un peu plus là maintenant, parce que peut-être que là, je suis plus dans une phase où, tu vois, peut-être j'étais un peu fatigué et tout ces derniers temps. Où là, je me dis, il faut quand même que je profite un peu plus. Ok. Enfin, depuis qu'on est sorti surtout de tout ce qui était NFT, etc., on a beaucoup travaillé, notamment pour le Panton Business Club. Donc, on a beaucoup donné, on donne beaucoup. Et du coup, c'est vrai que ce, tu vois, moi, je veux beaucoup faire par cycle. Donc, des fois, on va s'enfermer, on va beaucoup charbonner. Puis après, on va essayer de vraiment lever le pied. Donc, pendant plusieurs semaines, vraiment juste maintenir à flot ce qui est et puis plus produire plus, tu vois. Ok. Donc, ça, c'est. Mais bon, je pense que ça, c'est pas un. Enfin, en tout cas, après réflexion, tu vois, je me dis, est-ce que c'est la bonne façon de faire ou pas? J'ai pas encore la réponse. Mais en tout cas, là, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même des choses qu'il faut arriver à tenir dans son hygiène de vie. Donc, à partir d'une certaine heure, moi, je sais que j'essaie quand même de déconnecter, quoi qu'il arrive. Ok. Euh, Pareil, les matinées, en général, je me les garde pour moi. Donc, quand je dis les matinées, c'est jusqu'à 10 heures à peu près. Je sais qu'il y en a qui préfèrent bosser très tôt le matin. Moi, c'est vrai que le matin, c'est là où. Bon, après, ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc, c'est pas un conseil, mais c'est plus, je veux dire, ce que moi je fais. C'est plus que moi, le matin, c'est vrai que c'est là où je vais prendre le temps de lire. C'est là où je vais prendre le temps de je sais pas, de traîner, de faire les choses que j'ai pas forcément le temps de faire. C'est là que je vais prendre le temps aussi de faire mon sport, si jamais j'ai envie d'en faire, tu vois. Mhm. Euh, et au moins, comme ça, le matin, ça c'est fait. Et je me dis, voilà, au moins, je me suis fait passer en priorité. Et après, le reste, c'est le boulot, tu vois. Ok. Et alors que c'est vrai que pendant un moment, et ce qui m'a fait me remettre en question sur ça, c'est que pendant un moment, je faisais beaucoup de boulot. Et je me disais, ouais, tout ce qui me concerne, je le ferai le soir. Genre, le sport, tu le fais à 19h, 20h. Et la lecture avant de te coucher. Sauf qu'il suffit que le soir, tu sois KO ou que tu finisses pas ta journée, mon vieux, C'est c'est ça. fini. Tu ouvres la page, tu t'entends avec le livre dans les mains. C'est fini. Tu lis pas, flemme, tu vas pas au sport. Enfin, en Mhm. tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent à se motiver, moi, j'arrive pas. Ouais. Et donc, en fait, ou alors même encore pire que ça. Il suffit qu'on t'appelle, ouais, t'es chaud, on se fait une petite soirée, machin, on se fait un petit repas ensemble, on discute Mhm. et tout. Bah, ouais, t'y vas. Ouais. J'ai bien bossé, je mérite bien ça. Sauf que Mhm. du coup, tu fais l'impasse sur le reste, tu vois. Et en vérité, moi, c'est vrai qu'avec le recul, je préfère en fait faire l'impasse maintenant. Quitte à faire l'impasse, je préfère faire l'impasse sur des tâches que j'ai à effectuer. Pas les tâches importantes, j'entends. Genre des choses de développement, on va dire, de mon produit. Je préfère faire l'impasse et les faire le lendemain plutôt que de faire l'impasse sur des choses qui me concernent moi, tu vois. Et ça, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que souvent quand je fais mes to-do, et c'est pour ça aussi peut-être que je suis à mon compte, c'est que j'ai besoin de liberté, c'est que je suis un gros bosseur et je pense être quelqu'un de plutôt efficace. Ça veut dire que je vais pouvoir abattre beaucoup de travail en un minimum de temps. En tout cas, je fume pas, j'arrive à rester concentré longtemps, euh, enfin, j'arrive vraiment à rester très concentré. En tout cas, quand je suis sur mon ordinateur, dans un espace clos, il n'y a pas de bruit ni rien, je peux rester toute la journée à travailler, vraiment full concentré, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'arrive à être très efficace. Et en fait, ça fait que des fois, je surproduis. Enfin, avant, en tout cas, je faisais ça. Et en fait, j'arrivais à la fin de la semaine où, au final, je devais déconstruire des choses que j'avais construites
parce que c'était pas le bon moment, c'était pas attendu, c'était pas à faire et tout. Et que des fois, en vérité, prendre plus de temps à faire les choses, c'est pas plus mal. Et je me suis rendu compte que des fois, euh, notamment, c'était les NFT, on avait produit. Il y avait plein de choses qu'on a jetées à la poubelle. Et je m'étais dit, pour la fois d'après, je ne ferai plus la même erreur. Et je l'ai plus refaite. Et des fois, en fait, je m'étais dit, c'était les conseils de Didier qui m'avait dit, euh, maintenant, quand tu as une tâche, tu l'acceptes et tu la donnes, tu donnes la deadline pour la semaine prochaine. En gros, tu dis qu'elle sera faite pour la semaine prochaine. Mhm. Là où moi, j'avais tendance à dire, ok, elle sera faite pour demain, tu vois. Mhm. Et du coup, je me disais, moi, la semaine prochaine, c'est long, vas-y, fais-le, tu verras. Et je l'ai fait. Et en fait, je me suis rendu compte que si tu dis pour la semaine prochaine, soit les gens trouvent d'autres solutions, Mhm. et donc toi, ça t'arrange, soit, genre 2-3 jours plus tard, on dit, ouais, finalement, il n'y a plus besoin. Mhm. Et je te jure que c'est un truc, et par contre, les choses qui sont très importantes, dans une semaine, elles seront toujours importantes. Et Mhm. donc là, tu le feras, tu vois. Et en fait, ça a divisé ma charge de travail limite par deux, tu vois, un truc comme ça, en termes de prod pure. Et en vérité, ben, c'est là où je me suis dit, ben, en fait, vas-y, il faut que j'arrête de me presser, tu vois. Mhm. Ouais, non, c'est vrai ce que tu dis. Moi, je le fais beaucoup sur les bugs de l'application ou autre. Dès qu'on me dit, ouais, il y a un bug, etc., je dis, oui, mettez-le dans le backlog. Je vais le traiter à un moment. Pareil. Et en fait, quand tu mets dans le. Déjà, et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un peu de friction pour rentrer un bug dans le backlog avec mon associé. Donc, il y a un template à remplir. Ok. Tu dois me dire, tu es connecté avec quel utilisateur, quel compte utilisateur, c'est sur quelle page, quel est le bug en question, me mettre une vidéo du bug et Ah me oui. mettre des screenshots. Ok. Donc le fait de créer cette friction-là, on me crée plus des tâches pour rien dans le backlog. Donc dès qu'il y a des bugs, les gens sont très vigilants. Et en fait, tu te rends compte que on me dit au téléphone, ouais, il y a un bug et tout. Je dis, ouais, ben fais la carte et respecte le template. Et après, j'entends, ah, mais finalement, c'était pas un bug. J'avais mal fait le truc. J'ai pas rafraîchi ma page. Ah, je dis dans ma tête, ah, vous n'allez rentrer que des bugs qui existent ici maintenant. Je suis le gardien du backlog. Donc ça, tu vois. Et donc ce que tu dis, c'est vrai parce que en général, en vrai, alors effectivement, bien sûr, il faut quand même comprendre les deadlines et puis comprendre effectivement ce qui. En fait, c'est ça, c'est tout ce travail-là de comprendre qu'est-ce qui est vraiment urgent de ce qui ne l'est pas. Tu vois. Et pour moi, c'est ça le vrai travail aussi. Je dirais même d'un entrepreneur en général, c'est t'as plein de choses à faire. Il faut que tu saches prioriser. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant et qu'est-ce que tu peux potentiellement décaler dans le temps. Et quand tu arrives à acquérir ce pouvoir petit à petit, en fait, ça devient beaucoup plus simple à gérer. Tu te mets beaucoup moins de pression, tu vois. Ouais. Tu te rends compte que tu ne peux pas tout faire. C'est impossible à tenir dans tous les sens, etc. Parce que tu es au four et au moulin. Encore plus quand tu fais beaucoup du solopreneur ou très petites équipes. Donc en fait, priorise. Priorise. Et pour moi, c'est vraiment un super pouvoir, ça. Ouais, et puis tu sais, enfin, moi après, je viens de l'école aussi quand même où on a fait beaucoup d'agences avant. Mhm. Donc, mine de rien, il y a des réflexes qui restent. Moi, c'est vrai que quand ça me concerne moi, j'arrive quand même à savoir ce qui est vraiment urgent ou pas, tu vois. Ok. Même si des fois, il y avait des choses que j'ai développées pour rien, je dis pas le contraire. Mais j'arrive quand même plus ou moins à savoir. Par contre, c'est vrai que quand tu as du client, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un. En général, je pense qu'on se dit, bah, les gens qu'on a en face, ils sont comme nous. Du Mm. coup, si par exemple, je suis quelqu'un de ponctuel, je suis quelqu'un de qui va pas presser les autres, je suis quelqu'un qui ne va pas essayer d'abuser des gens, tu vois, ce genre Ouais. de choses, et ben je me dis que les gens sont pareils. Sauf Mm. que pas forcément. Ouais. Et ça, je m'étais rendu compte avec des clients, tu vois, où ils te mettent la pression, machin, on en a besoin pour là, 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 là. Du coup, on se met en œuvre et tout, machin. On crée un mail qui est carré avec tout le récap, tout le machin, toute la marche à suivre et tout. En mode, ok, vous avez juste à nous dire, ok, on lance le go. Ouais. T'envoies l'email. Donc tu t'es pressé parce que le mec il t'a dit qu'il faut que ce soit lancé avant vendredi. Mhm. Poto, après il met 2 semaines à te répondre, à te dire ok. Et là tu te dis, attends, tu m'as pressé pour qu'au final t'attends 2 semaines à me dire ok. Ouais. Et en fait, tu lui dis pas parce que bon, C'est ton à ce moment-là client, tout c'est ça. trop tard, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais là tu te dis, mais toi, je vais te mettre dans mes contacts, je vais te mettre un petit sablier. Non mais tu vois, non mais en gros tu retiens et tu te dis Bien sûr. mais toi plus jamais mon gars je te mets en priorité. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais, en fait, la petite private joke qu'on a sur le sablier, c'est que quand en fait on a des meetings ou qu'on doit se voir et que les gens sont en retard, on leur ajoute des sabliers dans leur nom, dans notre téléphone. Et donc du coup, très vite, tu vois qu'il y a des sabliers, tu dis, est-ce que je vais venir à l'heure ou pas? Parce que je sais qu'il est en retard d'habitude. Donc c'était pour la private joke. Euh, je sais que... Et Vas-y. d'ailleurs, si je peux compléter, j'étais à 2 sabliers et pour l'entretien d'ici, je suis arrivé 15 minutes en avance. Donc, Jérémy s'est engagé à m'enlever mes 2 sabliers. On va voir ça, t'inquiète.
cool sur ça. Je sais que, donc, est-ce que t'es, parce que tu vois, t'as dit donc juste potentiellement qu'à 10 heures, tu prenais le temps pour toi, le sport, la lecture et tout. Team routine ou team pas routine? En vrai, je suis plutôt team routine, Mhm, euh, parce que c'est quelque chose qui me fait du bien mentalement. Mais c'est quelques routines, tu vois. Parce que trop de routines, au bout d'un moment, ça me fatigue. mhm. Enfin, en tout cas, je me suis pas mis à mon compte pour ça, tu vois. Ouais, Et j'aime bien aussi même changer même d'endroit de travail, voyager, bouger pas mal, etc. ok, Donc c'est difficile dans ces moments-là de tenir des routines. Par contre, il y a des choses que j'essaie vraiment de tenir un peu sur le long terme, tu vois. ok, Typiquement, j'aime bien par exemple jouer aux échecs. ok, Donc j'essaie de jouer minimum 30 minutes tous les jours, tu vois. ok. Pareil pour la lecture. Le sport, pareil, j'ai un certain nombre, tu vois, de fois par semaine. Mhm, Et j'essaie d'en faire. Ça peut être sous différentes formes, tu vois. Je vais pas me frustrer. Ça peut être soit des petites séances à la maison, mais ça peut être aussi, par exemple, aller faire des randonnées, aller faire, tu vois. En fait, ça va dépendre. mhm, Aller faire un squash, aller faire un paddle, tu vois. ok, Ça a vraiment varié selon tout ce que j'ai. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut absolument que j'ai mon certain nombre, enfin mon quota qui soit respecté, tu vois. ok. Et pour ça, pour le coup, euh, j'ai pas des routines proprement parler. Par contre, j'ai un fichier où je suis au mois le mois ce que je fais selon mes différents critères. Donc, combien de fois est-ce que j'ai n'importe quoi, combien. Bah, par exemple, dans mes objectifs, je dois poster tant d'articles de blog sur mon sas de plongée, tu vois. Et ben voilà, je sais que j'en ai tant à faire dans le mois et je suis en live à combien j'en suis, tu vois. D'accord. D'ailleurs, je sais que là, je suis en retard. C'est quoi? C'est au mois que tu regardes ou à la semaine? En général, j'ai un quota à faire au mois D'accord, et je sais moi à peu près combien ça me fait à la semaine d'accord, et donc je sais qu'à peu près c'est combien tous les jours, tu vois. d'accord. Et en général, je suis quelqu'un d'assez feignant, mais tu sais, c'est la cigale et la fourmi, tu vois. Hmm. Et j'aime bien moi faire vite tout et après être débarrassé, tu vois. Ok. Et du coup, c'est un peu de la fainéantise. Mais au final, c'est ça qui est drôle, c'est que tu vois, par exemple, tu vois, si je te prends la lecture, j'aime pas du tout lire. D'accord. Mais c'est vraiment, enfin, c'est vraiment important. Et honnêtement, enfin, je trouve que l'information que tu chopes dans les livres, suivant ton avancement et tout, les bouquins, tu les interprètes pas de la même manière. Ouais. Et du coup, un même livre, tu le lis une fois, deux fois, trois fois à des étapes différentes de ta vie, tu vas pas en tirer la même chose du tout. Hmm. Et la lecture, je trouve ça hyper important. Et vraiment, pour le coup, c'est quelque chose qui est pour moi un des trucs les plus durs, mais que je veux surtout pas lâcher. Et du coup, tu vois, je me fixe des petits objectifs nuls, tu vois, par exemple, lire 5 minutes. Ok. Tu vois, ça paraît nul comme ça sur le papier. Sauf que quand tu commences à lire 5 minutes, en général, je sais que je suis parti pour au minimum une petite demi-heure, tu vois. Hmm. Et en vérité, parce qu'avant, je me mettais, ouais, lire une demi-heure par jour. Sauf qu'une demi-heure, ça me décourageait, je le faisais jamais, tu vois. Ouais. Et pareil, sinon, autre petite astuce que tu m'avais donnée, c'était de le lier à quelque chose, tu vois. Hmm. Et ça, je sais que ça m'avait été très utile, tu vois. Hmm. Par exemple, j'aime beaucoup jouer aux échecs. Et pendant un moment, en tout cas, pour vraiment lancer cette habitude de lecture, je sais pas si tu te souviens quand je te l'avais dit, je t'avais dit, bah écoute, j'ai testé ton truc, ça marche du feu de Dieu. Et en fait, j'ai pas le droit de jouer aux échecs tant que j'ai pas fait ma Hmm. lecture, tu vois. Si Hmm. j'ai pas coché lecture dans mon tableau, Ouais. je ne joue pas. Hmm. Et en fait, j'ai fait ça pendant 2 3 jours. Après, j'ai vu que je commençais à descendre dans les Hello, là, dans les scores. J'ai Ouais. dit, ah non, c'est mort, vas-y, il faut que je lise. Et Ouais, du coup, j'ai ouais, commencé à lire, tu vois. ouais. Ouais, clairement, c'est un conseil de. C'est James Clear, c'est dans Atomic Habits. Et il explique effectivement que, en fait, une habitude, comme tu disais, ça doit pas être non plus trop difficile. Ça doit pas être, il doit pas avoir une grosse friction parce que, en fait, quand tu commences la journée, si tu commences par tes habitudes ou autres, en fait, on a un peu une jauge de volonté, pardon, ce qu'ils appellent le willpower en anglais. Et donc, du coup, en fait, plus tu prends des décisions de friction et plus ta jauge, elle diminue. C'est-à-dire que, par exemple, je caricature, je sais pas, tu fais un régime, tu veux arrêter de manger des bonbons ou du chocolat. Ben, au début de la journée, c'est très facile de résister, mais il suffit que tu aies une journée difficile, que tu aies marché sous la pluie, que tu aies eu je sais pas, une mauvaise nouvelle d'un client ou un truc du style. Et en fait, toute ta volonté, elle descend. On te dit, tiens, quelques haribots. Et tu dis, oui, merci, tu vois. Donc, en fait, c'est vrai que le moment, il est important. Et du coup, il explique que tu peux. En tout cas, toi, par exemple, ce que tu donnes comme exemple de dire je lis 5 minutes, c'est très pertinent parce qu'en fait, c'est pas tant la durée ou quoi, c'est de faire l'action. C'est le vrai truc qui est embêtant à la friction qu'on a, c'est comme quand tu mets, je sais pas, ta main dans l'eau glacée, ou bien quand tu dois aller par exemple à la mer et que c'est glacé, c'est ce moment de passer du chaud au froid qui est embêtant. Une fois que tu es dans le froid, bah, ça va. C'est vrai. Mais ce moment-là, ce petit tempo, ce delta qui existe, c'est ce qu'on appelle justement cette friction-là. C'est ça le plus difficile. Et si tu réussis à surmonter ça, c'est plus intéressant, tu vois. Moi, je sais que par exemple, la lecture, comment je l'ai intégrée, en tout cas au début,
c'est que, en fait, je prenais mon livre, j'allais à la salle de sport, et en fait, sur le tapis, je lisais sur le tapis. Donc, Ok. je marchais et en même temps, je lisais, tu vois. Ou bien pour écouter aussi les livres audio, eh ben, je me disais, OK, maintenant, pendant ma séance, je peux écouter que des livres audio. Ok. Donc, pendant ma séance de sport, j'écoutais ça. Et petit à petit, puis après, une fois que tu as ancré l'habitude, alors ça dépend, les gens disent 21 jours, d'autres disent 28, bon, ça dépend. Moi, je dis, ça dépend des jours, des personnes. Mais en général, si on prend 21 jours, ben, à partir de 21 jours, si tu as réussi à respecter toutes tes habitudes, en fait, c'est ancré dans ton inconscient et c'est beaucoup plus facile de le faire après, en l'occurrence. Ouais, et puis surtout qu'après, quand tu commences à y avoir les premiers résultats, les premiers bénéfices, Aussi, c'est là où tu te dis, ah ouais, c'est en ça. fait, je peux le faire et finalement, c'est pas si dur et putain, c'est cool. Vas-y, faut que je le garde, tu vois. Mm. Ouais. Et donc, du coup, je voudrais aussi parler d'un truc, puisque alors aujourd'hui, tu es un peu. Pour moi, justement, effectivement, c'est un peu le propre du solopreneur, si je puis dire. C'est-à-dire que tu as une activité, on va dire, rémunératrice, et tu as un autre projet aussi que tu as qui te fait kiffer, etc. Et puis potentiellement, ben, cette activité rémunératrice vient un peu, je dirais, te rémunérer, en tout cas pour te donner du temps ou autre, pour justement développer ce projet-là petit à petit. Sur la partie rémunératrice, comment ou quand tu as commencé, comment tu trouves tes clients principalement? Comment ça se passe? Bah, en fait, là, je vais peut-être décevoir, mais Mhm, j'ai pas de stratégie particulière. mhm, Je t'avoue que enfin, en tout cas, tout ce qui est site internet, je me suis rendu compte d'une chose, et ça, c'est vraiment mon expérience, tu vois, personnelle, c'est que, bon, j'ai fait deux choses principalement, si tu veux, pour du client. Ça va être soit de la presta acquisition. Donc, acquisition, ça va être vraiment stratégie pour avoir plus de clients. Et donc, ça passe mhm, par du Google Ads, Facebook Ads, enfin, toutes les régies pubs quoi, qu'on connaît. mhm, Et ça va être non, du développement de site internet. Si tu prends la partie acquisition, euh, l'avantage de ça, c'est que c'est du récurrent. Tu les accompagnes au mois le mois, et ça peut être enfin, en général, ça dure à peu près 6 mois, un an. C'est de l'argent qui tombe tous les mois, suivant le nombre de leviers, suivant enfin, le budget publicitaire qu'ils ont. Mais dans tous les cas, ça se finit à un moment donné parce qu'ils t'ont essoré, ils veulent passer à autre chose. mhm. Et ça se finit pas forcément bien. Ok. Enfin, ça se finit pas mal. Mais Ouais. dans tous les cas, ça se finit, voilà, écoute. En tout cas, si ça se finit, c'est que pour eux, la croissance n'est pas suffisante. Ouais. Donc, c'est ça que j'appelle pas finir bien. Ouais. Et c'est vrai que dans ce milieu-là, le bouche à oreille est assez difficile, je trouve. C'est assez compliqué. À moins que tu aies des stratégies d'acquisition vraiment assez complexes. Enfin, en tout cas, plus difficile à mettre en œuvre, style un podcast, Mhm, style vraiment mettre en place de la pub, vraiment enfin, mettre en place des stratégies toi-même pour avoir des clients, tu vois. mhm. Sauf que quand tu es en free, tu vois, tu te dis, bon, mettre en place tout ça en plus de délivrer, enfin, ça commence à être un projet à part, tu vois. Ouais. Et puis l'autre activité, c'était les sites internet. Et les sites internet, pour le coup, là, c'est un projet qui commence à un instant A, quand tu signes le contrat, qui se termine à un instant B quand tu rends le site. C'est des paniers qui sont beaucoup plus gros que l'acquisition au mois le mois. Donc bien sûr, tu les as pas sur un an, mais par contre, c'est bien des projets de 2 3 mois à peu près. Et ce qui est cool, c'est que les résultats du site internet, ça dépend que de moi. Donc en gros, c'est-à-dire si je travaille bien et que j'arrive à bien écouter ce que veut le client, en général, il a un site web qui lui plaît, qui lui ressemble, il ressort de là, il est ravi, tu vois. Du coup, la conséquence de ce truc-là, c'est qu'il y a du bouche à oreille. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte, pourquoi est-ce que je raconte tout ça, c'est que arrivé au bout de 7 ans, un peu plus maintenant, ça va faire 8 ans à peu près, de freelance, bah, je me rends compte que j'ai jamais eu de bouche à oreille en acquisition. Bon, peut-être parce que j'étais mauvais, mais je pense pas. En tout cas, j'ai comparé avec pas mal de monde Mhm, et on n'avait pas, enfin, on avait plutôt des bons résultats, tu vois. Et par contre, j'ai toujours fait aussi du site internet. Et par contre, là, j'ai toujours eu à minima 5 sites chaque année, tu vois, mhm, qui tombaient comme ça en mode oh, on m'a dit que tu faisais des sites, ah, j'ai vu un tel site, ah, machin, etc. Et tout. Et en fait, en bouche à oreille, j'ai minimum 5 clients chaque année. ok. Et ce qui est pas énorme sur le papier, mais je te dis ça, c'est une moyenne. Mais là, j'en ai de plus en plus, tu vois. Là, Mhm, on est en mars et j'ai déjà eu 6 clients depuis le début de l'année, tu vois. d'accord. En tout cas, avec qui je suis en cours. Mhm, Et du coup, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai pas de stratégie à proprement parler. Par contre, c'est vrai que le fait que ce soit un business sur lequel ça repose sur moi, sur mes compétences, et en soi, je peux pas me rater, tu vois. ouais. Là où la publicité Facebook, t'accompagnes un client, les règles Facebook changent, t'es niqué, tu vois. Ouais.
Je vois ce que tu veux dire, ouais. Au moins là, tu as tout ce qu'on appelle l'ownership, ouais, comme tu dis, la responsabilité du truc. Et puis, tu sais que la réussite dépend de toi, l'échec potentiellement dépend aussi de toi. Mais au moins, c'est toi qui tu manages tout ça, quoi. Et puis, c'est beaucoup plus intéressant. Pour moi, ouais, la meilleure stratégie, c'est, en tout cas sur le long terme, c'est être sérieux, bien travailler, apporter de la valeur, être juste. Mm. Tu vois, moi, mes prix, ça va varier d'un client à l'autre, ça va varier en fonction forcément de la difficulté de ce que c'est. Mais aussi, tu vois, typiquement, des fois, c'est tout bête, hein, mais un tout petit sur lequel tu vois, tu vas pouvoir faire des concessions, mais lui aussi va en faire sur certains points pour tirer les coûts vers le bas. Des fois, ça peut être très intéressant. Mm. Tu peux l'accompagner. Puis, ça se trouve, ce même mec-là, dans un an ou deux, il va te rapporter un ou deux clients de gens qui tu vas te recommander, tu vois. Ok, top, top. Beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu envie de tout abandonner? Ah ouais, Ah ouais? ouais. Plein de fois. Bah plein de fois. Ah ouais? Bah oui, il faut être honnête. Et là, attends, je reviens, j'étais à Madère avec des potes Ouais, et on rentrait, enfin, on est tous freelance slash entrepreneurs, donc on a tous des boîtes et on fait tous plus ou moins la même chose. C'était des gens avec qui j'étais chez Google d'accord. et on était dans l'avion pour rentrer et on s'est regardé et il y en a un, il a commencé à mettre la musique de Jason Bourne, tu sais, à la fin. Ouais. Et en fait, c'est à la fin de Jason Bourne où il quitte tout pour aller louer des scooters en Grèce, tu vois. Et il nous a regardé, il nous a dit, les gars, c'est pas ça la vie plutôt là qu'on veut. Il dit, à Paris, qu'est-ce qu'on va se faire chier? Est-ce qu'on irait pas en Grèce louer des scooters, ouvrir Ouais, un petit resto, scooter, centre de plongée, toi, tu kiffes la plongée. ouais. Et en vrai, c'est des milieux, après on dit ça en rigolant, tu vois, mais là où ce qui est vrai, c'est que le digital, c'est quand même quelque chose de pas très palpable. Mhm. Ça reste quand même du digital. Euh, Mine de rien, quand tu es dedans depuis un moment, bah, tu te dis, est-ce que c'est pas plutôt un levier qu'une finalité? Mhm. Et c'est ce qu'on se dit. On se dit, demain, tu ouvres un restaurant, tu ouvres un club de plongée, tu ouvres des choses qui sont beaucoup plus palpables, beaucoup plus faciles. Bah, en fait, tu peux, entre guillemets, tout niquer grâce au digital, tu vois. Mhm. En fait, ouais, je pense que ça va. Moi, je pense que c'est une histoire aussi d'ambition, de vision, mais aussi de la maturité de l'entrepreneur, tu vois. Il y a des moments où. Moi, je sais qu'avant, après, c'est un côté de ma personnalité, moi, j'étais très, tu vois, pirate. En mode, ouh là, là, il y a une opportunité. Je rassemble des gens, je dis, les gars, là, il y a un game à aller prendre. Et moi, j'échauffais les gens, tu vois. Je disais, les gars et tout. Je me souviens, on codait avec Dan, etc. Jusqu'à des fois des 3 heures du mat, etc. On faisait des trucs de fou, tu vois. Et petit à petit, je me suis dit, ouh là, Jérémy, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi, j'ai compris qu'en fait, ça servait à rien de vouloir se faire des coups à chaque fois. À chaque fois que tu veux faire des coups, tu gaspilles ton énergie. Ouais. Et en plus, le problème de ça, c'est que à chaque fois, tu as une projection mentale du truc. Tu te dis, mais là, je vais être multimillionnaire. Mais vous saviez pas. Et là, tu marches dans la rue, t'es fier, tu vois. Tu prends les transports en commun, tu te dis, ah, ils savent pas qui je suis en fait. Je vois, Moi, ça, tu sais faire. ouais, moi, franchement, c'est mon truc de dire, franchement, rassembler les gens autour d'un projet et aller bosser. Parce que moi, après, j'aime bien rassembler les gens qui savent bosser. Je sais qu'ils savent bosser et tout. Mais ouais, clairement, je sais que c'était vraiment intéressant. Et, euh, et peut-être, ouais, une question aussi, c'est quoi pour toi l'importance de l'entourage? Je sais que toi, tu es très vigilant sur ça. Et on a eu des discussions, franchement, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Mais c'est quoi l'importance de l'entourage pour toi quand on est, déjà de façon générale, mais aussi encore plus quand on est entrepreneur? Bah ouais, moi en fait, je fais hyper attention aux gens que je vois, que je côtoie. Mhm. Et c'est vrai que j'accorde de l'importance vraiment aux gens qui m'importent. Ok. Et honnêtement, enfin, j'ai différents types de personnes. Et tous les ans, je me fais de manière. Bon, ça, c'est quelque chose que je dis pas, tu vois. Enfin, je le dis là en podcast et je veux pas dire le contenu, mais Une exclue, une exclue. voilà, une petite exclue. En gros, c'est que je me fais moi un bilan tous les ans. Bon, ça, D'accord. plein de gens le font, tu vois. Et dedans, justement, des espèces de buckets. Donc, c'est des paniers de personnes. Et que je dis, voilà, c'est telle personne. Je fais la liste. J'essaie de me remémorer grâce à tous mes messages, toutes mes photos, tout ce que j'ai. Mhm. J'essaie de les DM, les machins, tout ce que tu veux. J'essaie de me remémorer tous les gens que j'ai côtoyés cette année, tu vois. Hmm. Et j'essaye de voir, de les classer. Ok, cette personne-là, je ne l'ai pas assez vue. Ok. J'aimerais la voir plus. Celle-là, je l'ai trop vue, je veux moins la voir. Celle-ci, elle m'apporte rien. Celle-ci, machin. Celle-ci, elle n'a pas été sympa. Celle-ci, il y a si. Tu vois, en fait, j'essaye de les classer comme ça. Et à la fin, je ressors de ça en me disant, ok, ces gens-là, il faut que je les vois plus. Ces gens-là, il faut que je les vois moins. Hmm. Et c'est une manière très égoïste, mais je pense assez honnête envers moi-même, tu vois. Et j'en attends pas la même chose de chacun, tu vois. Ok. Dans mon entourage, j'ai des entrepreneurs. On dit souvent, ouais, il faut que la moyenne des 5 personnes qui te côtoient le plus, tu vois, mais bon, tu vois, j'ai pas envie de ressembler non plus à des mecs full entrepreneurs qui ont envie de tout arracher, machin.
mais j'ai envie de ressembler aussi à d'autres personnes qui ont des vies peut-être un peu plus stables et qui m'apportent aussi une stabilité et qui m'apportent des choses mais complètement différentes que mes potes entrepreneurs et que mes autres potes de voyage et que mes autres potes de autre chose, tu vois. Mm. Ou que vous, qui êtes la croisée de tout, Mm. mêlé avec du self-upgrade Mm. et des vacances complètement folles, tu vois. Ouais, non, je vois très bien le tripartite et je trouve que ouais, c'est important de faire des bilans et puis comme tu dis, d'être honnête avec soi-même en fait. Il y a effectivement, c'est super important. Euh, Mon cher David, je t'offre ça. Je t'invite à l'ouvrir et à regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce piège. Je m'attends au pire. T'inquiète, il n'y a jamais de piège. Alors, est-ce qu'il faut que je le mette face à la caméra? Euh, Why not? Self-upgrade. Ok. Est-ce que tu acceptes ce t-shirt? Avec grand plaisir. Super, Je serais très fier de le porter. parfait. Bah, écoute, ça me fait très plaisir. En acceptant du coup ce t-shirt, tu acceptes le défi de l'upgrade. Ok. Donc, le défi de l'upgrade. Tu l'as fait à l'envers là. Tu m'as mis le pied dans la porte et après tu. Tu m'as dit oui. Ok. Le défi de l'upgrade, c'est le suivant. Sur ton SaaS, aujourd'hui, donc tu m'as dit 180 centres, en tout cas inscrits, qui sont gratuits. Voici ton défi. Je te demandais, voici mon outcome, le résultat que j'attends. Le résultat que j'attends, c'est ta première fonctionnalité payante sur ce SaaS. Comment je vois les choses? En tout cas, les différents jalons. Effectivement, il te faudra faire des interviews utilisateurs pour comprendre effectivement pourquoi ils sont prêts à payer ou autre. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que sur ton SaaS, on arrive à ce que tu aies une feature payante, je demande juste une, et que tu aies à minima 5 utilisateurs qui payent pour cette feature. Ok? Pour ça, tu auras 30 jours pour arriver à en tout cas, ce résultat espéré. Bien sûr, l'upgrade n'est pas un tortionnaire. Et donc, du coup, pour réussir à arriver à ça, tu auras accès aux ressources de l'upgrade. Donc, des ressources te seront fournies, un cahier des charges te sera fourni. Ok. Et donc, du coup, tu auras, comme je disais, 30 jours pour arriver à ça sur ton SaaS. Le but, effectivement, avec ce défi, est de te permettre aussi à toi aussi d'upgrade. Est-ce que tu acceptes ce défi? Avec grand plaisir. Parfait. Alors, ce défi, si tu le réussis, débouchera sur une récompense. Ok. Et dans le cas contraire, sur une conséquence. Tu ne sauras pas encore tout aujourd'hui. Dans un prochain épisode. Dans un prochain épisode. Donc écoute, tu as le maillot de l'upgrade, parce que ça va être peut-être un peu cardio, ça va demander un peu d'énergie. Mais écoute, t'inquiète pas, tu auras quand même pas mal de ressources. Et moi, en tout cas, pour avoir regardé ce que tu fais, j'ai bien analysé, il y a forcément moyen de développer quelque chose sur ça. Ok? Est-ce qu'on peut se serrer la main solennellement pour me montrer que tu acceptes ce défi? Allez, avec grand plaisir. Parfait. Écoute, est-ce que tu as des derniers mots ou un dernier mot pour les auditeurs? Bah écoute, non, merci beaucoup et surtout merci à toi pour toute la valeur que tu m'as apportée déjà depuis qu'on se connaît. Mhm. Et voilà, et puis bah, je suis très content qu'on continue à avancer et ce podcast vraiment top, donc à continuer, à consommer sans modération. Ok, super. Bah, écoute, franchement, merci d'être venu sur l'upgrade, David. Je pense que tu as apporté beaucoup de valeur. C'est cool parce que ton associé aussi est passé, donc ça va être intéressant ces 2 épisodes. Et franchement, ben ouais, moi, hâte de voir déjà comment tu vas continuer ton parcours sur freelance, slash marketing, slash no code, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps et qui permet en tout cas je trouve, de vraiment s'épanouir, quoi. Et puis ouais, hâte de voir aussi comment tu vas aborder ce défi. Que Allez. Ça va être costaud. Allez, Ok, on voit ça, super. on suit ça. Écoute, ben merci beaucoup à toi et puis on se dit à très vite alors. Merci à toi, Salut, ciao, ciao. à très vite. Bye.